Aujourd'hui, notre invité, c'est Laurent Deutsch, qui a été comédien et qui est aujourd'hui fan d'histoire. La Seine ne traverse pas Paris. C'est pas la Seine. C'est Lyon. C'est Paris-sur-Yonne. On est allé dans Paris pour vous montrer quelques anecdotes, quelques trucs à savoir. Il y avait donc ici, là où on se trouve, une guillotine. Et pour ne pas que le bourreau y rate son coup, elle reposait sur une assise, sur des pierres. Il y a un mot qui est intéressant, que tu expliques en spectacle, pour donner un exemple de ce qu'on peut voir. Barbecue. C'est français. Barbecue. Comment on faisait un méchoui au Moyen-Âge? Tu enfiles le mouton de la barbichette jusqu'au fion. Ça fait barbe au cul. Et en anglais, avec l'accent, barbecue. Attends, merci la langue française. J'ai envie que tu me racontes tout pendant 2 heures là. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Notre invité aujourd'hui, c'est Laurent Deutsch, émission exceptionnelle. Vous allez voir, on va parler d'histoire, on va découvrir des choses. Il a sorti un livre sur l'histoire de Paris à l'époque qui s'appelle Métronome, qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Il raconte l'histoire de Paris avec des anecdotes pour alimenter tout ça. Il y a des nouvelles versions qui viennent d'arriver, il va nous en parler. On ira aussi dans Paris tout à l'heure pour qu'il nous montre des choses que personne ne sait, des petits détails. Il va nous expliquer des petits, vous allez voir, des petits secrets, même sur Notre-Dame de Paris. On ira devant l'endroit où était la guillotine à l'époque aussi. Seul lui connaît. Il va nous montrer des pavés, il va nous expliquer pourquoi les pavés étaient comme ça à l'époque, etc. Vous allez voir, c'est très intéressant. Juste avant de commencer, je voulais remercier notre partenaire sur cette vidéo. C'est la marque française de mobilier NV Galerie. Nous, on a fait nos bureaux avec, on les a redécorés. Eux, ils font tout vraiment, du dessin jusqu'au prototype, jusqu'aux produits finaux. Vous allez voir, ils vont tout dessiner eux-mêmes. Il y a directement leur site, si vous voulez d'ailleurs, dans la description. Je vous mettrai directement nvgalerie.com. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous pourrez voir comme ça tout ce qu'ils proposent. Et donc, on a redécoré complètement nos bureaux il y a quelques temps avec NV Galerie. Donc là, vous voyez par exemple les chaises, les fauteuils, il y a des canapés aussi. On a pris pas mal de choses avec notamment des luminaires. Voilà, par exemple les luminaires là-bas. Et les tables basses aussi, on les a prises directement chez NV Galerie. Donc je vous mets quelques photos pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'on a fait dans le bureau. Je vous mettrai le lien de nvgalerie.com, leur site, si vous voulez voir tous leurs produits directement dans la description sur YouTube ou en podcast audio. N'hésitez pas à aller voir en 2 secondes. Vous allez voir, il y a vraiment plein de produits stylés. Et c'est parti maintenant. On commence avec Laurent Deutsch qui est notre invité sur Légende. On y va. Bonjour, Laurent Deutsch sur Légende. Guillaume Play, c'est parti. Voilà, bienvenue Laurent. Salut Guillaume, ça va? Bonjour. Content de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on voulait faire l'émission tous les deux. Moi aussi, je suis très content d'être là parce que je suis évidemment fan. Je suis un de tes nombreux auditeurs. Et là, me retrouver dedans, ça tient un petit plaisir, quoi. C'est une petite sensation agréable de passer de l'autre côté. Tu sais, la sensation d'être un peu comme le passe-muraille de Marcel Aimé, quoi. Voilà, je suis de l'autre côté du miroir. Eh ben, je vois comment le tour de magie opère. Alors moi, je suis un grand fan de Laurent. J'ai lu Métronome, qui est son livre d'histoire. Et juste, alors, il y a plein de chiffres différents sur Internet. Combien t'en as vendu de ton livre Métronome? Écoute, toute édition confondue, c'est-à-dire le poche, l'illustré, les versions étrangères, parce qu'il a été acheté dans beaucoup de pays, on est à 2 millions. Voilà, tout 2 millions de livres vendus. En rajoutant 100 000 livres au Brésil, 100 000 en Hollande, plusieurs dizaines de millions en Angleterre, etc. Voilà, enfin, j'ai pas une comptabilité précise, mais on est autour de 2 millions. Un peu plus, à mon avis. Comme chez le boucher. Et un petit peu plus, je vous le mets quand même. Allez, vas-y, 2 millions. Il y avait même un reportage sur Netflix. Vous avez fait un Métronome en... On l'avait fait pour France 2. En série. Pour France Télévisions. Oui, vous l'avez revu en replay, je sais plus où. Parce qu'il est disponible maintenant, il est disponible sur les réseaux. Mais c'était pour France Télévisions. En fait, et Laurent est passionnant parce que quand il parle d'histoire, il raconte et ça permet de comprendre le monde dans lequel on vit. En fait, c'est ça qui intéresse. C'est pas de l'histoire soporifique qui t'endort. Ah bah non, surtout pas. Et non seulement c'est pas de l'histoire soporifique, mais c'est pas non plus de l'histoire déconnectée. C'est-à-dire que il y a ceux qui croient qu'on aime l'histoire parce qu'on préférait comment c'était avant. Tu sais, les nostalgiques, ils sont dans le repli, dans le passé, des choses comme ça. Pas du tout. Ceux qui aiment l'histoire, c'est un mode d'emploi pour savourer 2 fois plus leur présent. L'histoire, ça vient d'un mot grec d'Hérodote qui est enquête. L'histoire est une enquête, en fait. Donc, c'est une enquête qui peut être sur le passé, mais aussi sur le présent, quoi. Comment on en est arrivé là, quoi. Pourquoi Guillaume Play s'appelle Guillaume Play, P-L-E-Y? Pourquoi il a perdu son tréma? Le viking, il reste le catogan. T'as pas tout coupé? Je t'ai reconnu, Ragnar. Tu sais que j'ai bloqué sur ta voix. Ça me rappelle la pub Super U quand je t'entends maintenant. Ah ouais. Mais peut-on trouver Guillaume Play? Dans son studio, Légende, magnifique, en train d'interviewer des gens. Ah oui, maintenant, Super U, ouais. Mon père, mon fils. Mon fils, le matin, il se réveille et puis il fait la vanne, quoi. Il fait « Mais peut-on trouver papa? Ah, il est encore dans son lit. » Parce que c'est Laurent qui fait la voix des pubs Super U à la télé, à la radio, en podcast. Parfois, t'entends les spots et c'est ta voix. Vous êtes 2 à le faire, je crois, non? Disons qu'il y a des intervenants, il y a des acteurs, il y a plusieurs acteurs qui le font. Il y a Philippe Spiteri qui est spécialiste de doublage, il y a Patrick Delage, Julie Victor. Et surtout, moi, je succède à notre illustre Daniel Prévost. J'ai connu un Brochant. Il avait un bel appartement comme vous, qui a fini en liquidation judiciaire. Et alors, attends, juste pour... J'aime bien Prévost. T'aimes bien Prévost? Ah ouais, quel acteur. C'est un mec dément.
Là, tu viens, je vais quand même rappeler pourquoi tu viens aujourd'hui. Alors, c'est déjà un plaisir de te recevoir, mais en plus, tu as sorti ce mois-ci, et donc il est dispo. Je vous mettrai tous les liens, si vous voulez, dans la description, si vous allez chercher. Alors, Métronome, c'est un livre d'histoire qui explique... alors, tu dis l'histoire de France au rythme du métro parisien. C'est ça, c'est phrase... C'est l'édition anniversaire pour célébrer les 15 ans de Métronome, voilà, qui était sorti en 2009. Donc 15 ans après, c'est une version enrichie, on a rajouté un chapitre, puisque Paris a continué à bouger, à évoluer, à grandir, à se faire une identité. Donc j'ai prolongé le voyage pour vous montrer comment Paris était aujourd'hui, dans quel état elle était Paris, si elle est encore loyale avec ses souvenirs, sa mémoire, si elle a pris des plis, si elle a pris des rides. Paris n'a pas bougé. En revanche, moi, j'ai pris quelques plis. Ouais, j'ai pris quelques coups de pelle. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. On a préparé l'émission ensemble. On a appris vraiment beaucoup de choses. Et en fait, là, tu sors la version. En fait, il y a marqué jeunesse. Et c'est hyper agréable à lire. Il y a plein de avec dessins. Quelle Histoire. C'est très facile à lire. T'apprends plein de trucs. C'est une collection qui est super. Quelle Histoire. Je sais pas si tu connais. Déjà, ils ont sorti plein de petits personnages Michel Lafon historiques. Et Quelle Histoire. C'est ça. C'est une collaboration. Et ils ont sorti tout un tas de grandes figures de l'histoire de France en version petits pins comme ça, des petits patchs qu'on peut collectionner. Il y a un esprit collectionniste avec Quelle Histoire. Donc, je suis heureux de faire partie de leur collection. C'est à partir de quel âge pour ceux qui ont des enfants? Comme dirait Hergé, c'est de 7 ou 77 ans. L'histoire, quand on est petit, on adore qu'on nous raconte des histoires. Et moi, finalement, je prends l'histoire au pied de la lettre. L'histoire, c'est des histoires à vivre. Et il n'y a pas d'âge pour vivre de belles histoires. On va raconter des trucs hyper intéressants. Juste, ça devient d'où la passion de l'histoire? C'est la curiosité, en fait. Je suis tout simplement curieux. Ouais, depuis toujours, je suis curieux, je me pose des questions. Et là encore, comme je te le disais, l'histoire, c'est une enquête, en fait. Donc, je me pose des questions. Et quand j'étais petit, je regardais une émission de Eddie Mitchell qui s'appelait La Dernière Séance. C'était le mardi soir. J'étais enfant, j'avais le droit de regarder la télé. Et là, on voyait des films à la sauce américaine. Hein. C'était romancé, c'est à la sauce hollywoodienne. Mais on voyait les Vikings, justement, hein, tes aïeux, avec Kirk Douglas et sa petite fossette. On voyait Ivanhoe, on voyait les 10 commandements. Il y avait des films américains, des westerns, des choses comme ça. Et en fait, c'était des histoires qui étaient basées souvent sur la grande histoire, quoi. Donc je me nourrissais de ça, moi, pour refaire les scénarios le lendemain, le mercredi, comme j'avais pas école et qu'il n'y avait pas encore les écrans et les réseaux sociaux, avec mes Playmobil. On ira tout à l'heure dans Paris, on va vous montrer quelques anecdotes que vous ne connaissiez pas sur Paris. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, comme ça, vous allez comprendre certaines rues. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre pourquoi certaines rues s'appellent comme ça. Donc, ça marche aussi dans d'autres villes. Tu donneras des anecdotes sur chaque ville. Je te poserai des questions. Je donnerai des noms de villes et tu me diras si tu as une anecdote un peu drôle par ville. Comme ça, vous aurez peut-être la vôtre tout à l'heure. Juste... c'est quoi la première anecdote que tu as appris? Si on a tous appris un truc, qu'on a aimé raconter aux autres, est-ce que tu as une anecdote que tu adores raconter un peu à tout le monde? C'est la première que tu as eue. La première, c'est celle qui m'a donné envie d'écrire sur Paris, justement. J'avais 15 ans, j'habitais à Bobigny. Donc, pour venir à l'école à Paris, mes parents, ils étaient bons en géographie déjà à l'époque. Parce que j'habitais dans le 93. Donc, pour vous situer, c'est banlieue nord. C'est le nord-est de... Ouais. Voilà. Et mon lycée était Place d'Italie, banlieue sud. Donc, je remercie mon père et ma mère de m'avoir offert 1h30 de transport quotidien en métro. C'était la ligne 5, donc qui allait de Bobigny à Place d'Italie. Et je descends de la Place d'Italie et je pensais que c'était le quartier latin. Je me suis dit, ça va être sympa, il y a des pizzas, ouais, ça va être exotique, quoi. Ça va être Naples, Rome et tout, on va être en voyage, un peu en vacances, tu vois, le sud, quoi. On va pouvoir se balader avec les chaînes et les t-shirts. Et pas du tout, Place d'Italie, c'est un frigo, quoi. C'est vraiment, c'est glaçant, il y a rien, c'est des grands immeubles. C'est une énorme place ronde. Ouais, avec rien, tu peux même pas te balader. Si, une statue du général Leclerc, bon, faut savoir que c'est le général Leclerc, et puis il faut aimer l'histoire du général Leclerc. Sinon, t'as que dalle, tu vois, il y avait un McDo, mais c'est tout. Et à un moment, je me suis énervé, tu vois, j'ai 15 ans, je m'énerve, on m'a trompé sur la marchandise. Donc je vais m'embrouiller avec quelqu'un, donc je choisis une petite vieille, tu vois, je me dis, voilà, celle-là, c'est bon, je vais pouvoir l'embrouiller. Et je lui dis, mais attendez, madame, je comprends pas, pourquoi ça s'appelle Place d'Italie? C'est pas le quartier latin, quoi, c'est une arnaque. Elle fait, mais non, mais pas du tout, le quartier latin, faut descendre plus bas, vers la Seine, vers Saint-Michel, Notre-Dame. Ici, vous êtes Place d'Italie, mais ça s'appelle comme ça parce qu'autrefois, c'était la voie antique qui conduisait de Paris à Rome, à l'époque des Romains. On est sur la souche de notre mythique National 7, la route du Sud, la route de Fontainebleau. Et là, je me suis dit, waouh, génial. Les stations de métro ont un message caché. Il y a un truc, il y a une enquête à mener. En fait, on comprend mieux le monde quand on connaît l'histoire. Mais oui, on décrypte. L'histoire, c'est la légende. Enfin, c'est la légende, d'ailleurs, au sens latin du terme, legenda, qui est ce qui doit être dit, legens. Voilà, ce qui doit être comme un mode d'emploi, comme une notice d'utilisation. L'histoire est la notice d'utilisation du présent. On va parler des maladies du Moyen-Âge, Louis XIV, si tu veux bien, pour commencer à parler de plein de sujets. Avec sa fistule. Alors, justement, il y avait des MST au Moyen-Âge, ou c'est arrivé après, au XXe siècle? Il y avait plus que des MST, il y avait des maladies tout le temps. Tu avais des maladies, dès que tu parlais avec quelqu'un, tu avais des maladies de transpiration, toutes les projections, il y avait tellement de bactéries qu'on ne connaissait pas et qu'on soignait par, soi-disant, la médecine d'Hippocrate, encore des Grecs. Donc c'était la théorie
théorie des humeurs, tu vois. Donc, quand tu étais malade, on te soignait avec des prières. Ça servait pas grand-chose. Ensuite, on s'est dit, non, on va être sérieux, on va saigner les gens pour rééquilibrer le corps. Toujours en rapport avec... Alors, explique ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. On purgeait le sang. On était persuadé que le sang était malsain. Voilà, il avait été sali par la maladie. Et donc, pour la rééquilibrer, il fallait couper à tel endroit. Donc, il te faisait saigner dans une bassine. Il faisait saigner, ce qui affaiblissait les gens. Donc ça les aidait pas du tout. Ah bah pas du tout. Ah non, la saignée, ça finissait le truc, quoi. C'était pas bon. Il y avait des médecins compétents. Toi qui connais bien l'histoire, est-ce que déjà au Moyen Âge, tu avais quand même des gens qui savaient soigner, ou en fait on faisait vraiment que des trucs qui servaient à rien? Il y a eu la médecine, elle nous est arrivée par les Arabes, qui elle-même nous est arrivée par les Iraniens, les Perses, avec les grands. Il y avait des grands médecins à partir dans l'Antiquité chez eux, très tôt chez eux, au Moyen Âge, en Asie, en Orient, et grâce aux croisades, les croisades ont ramené un peu des médecins qui ont expliqué aux Occidentaux, mais arrêtez de faire n'importe quoi avec vos histoires d'humeur et de prière, non, on va arrêter de prier, quoi. Il a fallu, et j'aime bien cette expression d'ailleurs, on dit souvent en France une expression, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qui se fout de la charité. Ouais. Et bien justement, pour que la médecine existe en France, il a fallu qu'effectivement l'hôpital se moque de la charité. Qu'on arrête de croire qu'il fallait recueillir les malades, les plaindre, les pauvres. Non, bien sûr qu'il faut les plaindre, mais il faut surtout les soigner. Et il faut les soigner avec la chirurgie, avec la cautérisation, avec le fait de mieux stériliser les plaies, les choses comme ça. C'est comme ça qu'on soignait les gens. Et ça nous arrive autour de l'an 1000, grâce aux croisades, qui a été quelque chose d'effroyable, mais qui par ailleurs a permis de rencontrer, d'apporter au-delà des échanges, des savoir-faire et des techniques qui allaient petit à petit repousser les bonnes sœurs et les moines pour les remplacer par des médecins. T'as quoi d'autre comme anecdote française qu'on comprend mieux quand on connaît l'histoire? T'en connais une autre ou pas? C'est hyper intéressant. Il y a une autre, la première devise française, elle est marrante et je pense qu'elle explique bien le caractère des Français. La première devise française, on va dire qu'elle est née avec... liberté, égalité, fraternité. Ah bah oui, on va dire 1700 ans, 1500 ans avant. C'est un évêque, l'évêque de Reims, qui s'appelle Saint-Remy. Quand il a baptisé Clovis, premier roi chrétien des Francs, donc on est en 496 ou 500, hein, ils sont pas d'accord sur les dates. De toute façon, le calendrier a changé depuis. Mais il a dit cette fameuse phrase qui est restée célèbre pour tous ceux qui aiment l'histoire, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Et donc, je trouve que ça nous va bien, nous les Français. On adore détruire ce qu'on a adoré. Et juste pour terminer sur le roi, on parlait, parce qu'on a retrouvé le journal de santé, hein, je crois, de Louis XIV, qui a été ouvert. Ouais. Il avait quoi comme MST, lui? Qu'est-ce qu'il avait comme maladie? Lui, il passait son temps à dégommer tout ce qui bougeait. Donc, effectivement, il avait des infections. Des soucis sexuels. Il avait des mycoses, il avait des champignons, il avait tout ce qu'on voulait. Il avait aussi d'autres maladies bien plus graves. Et il a eu surtout, puisqu'on reste on va rester sous la ceinture, il a eu surtout une maladie qui a failli l'emporter. Il a eu une fistule. Il a eu une fistule dont il a failli mourir. C'est quoi? C'est des hémorroïdes? Ouais, mais dans les fesses, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment une infection des nerfs très très grave qui aurait pu provoquer une septicémie, infection du sang. Il a failli mourir. Et son opération a été réussie. Et pour fêter ça, on a fait un énorme tédéum. Le musicien officiel qui s'appelait Lully, Jean-Baptiste Lully, a créé une chanson pour fêter ça, qui est l'hymne anglais. God Save the Queen. Mais non. Et si. God Save the Glorious. Ça, c'est français en fait. C'est Handel qui ensuite a tout pompé. La chanson, pas la fistule, bien sûr, et qui l'a ramené à Londres. Donc la prochaine fois que vous verrez un match de rugby France-Angleterre, tu sais, avec les gros Anglais, main sur le cœur, là, God save the glorious. Non, faut leur dire, excusez-moi, monsieur le gros Anglais, mais c'est pas sur le cœur qu'il faut mettre la main si on veut respecter la chanson, c'est sur le fion, parce que c'est pour fêter l'opération réussie de Louis XIV, qui a été opéré d'une fistule anale. Ça nous a créé l'hymne anglais. C'est sûr, ce genre de truc là? Bien sûr que c'est sûr. Bien sûr que c'est vrai. Incroyable. Okay. Non, Je ne mens jamais. Et comment Ou alors c'est pas moi, c'est mes sources. Comment ils se protégeaient à l'époque sexuellement, tu vois, pour comprendre de manière un peu historique? Il y avait des préservatifs à l'époque? Oui, en Angleterre, il y avait des trucs avec des caoutchoucs, avec des vessies de porc, je crois aussi. Après, moi, je me suis pas trop porté sur cette question-là, mais oui, ils essayaient de se protéger. De toute façon, la protection principale, c'était les commandements divins. À savoir, tu n'as qu'une partenaire pour ne justement pas, si une femme ou un homme est corrompu, malade ou malsain, que ça se répande, parce que les choses se protégeaient à vitesse grand V. Donc le meilleur moyen pour que ça ne se répande pas, que ce soit les maladies, la colère, la jalousie ou la haine, tu prends une épouse, et le mariage, il n'y a pas de polygamie, c'est une femme, un homme, comme ça permet de résoudre bien des problèmes, y compris au niveau de la santé. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu ne devais pas guérir facilement du moindre petit truc que tu attrapes. Tu guérissais de rien, c'était des prières. Ou des plantes, il y avait des décoctions, il y avait aussi un côté des alchimistes, quoi, tu vois, les apothicaires, ils te foutaient du millepertuis, je sais pas si ça aide, tu vois, des feuilles de vigne, je sais pas si ça aide, quoi, moi j'ai jamais essayé. J'ai jamais eu trop de maladies de ce côté-là, donc du coup j'ai pas creusé. Parce qu'on se soignait avec les plantes depuis des milliers d'années, par contre. Les plantes, bien sûr, ça a bien toujours, sûr, les magiciens, les sorciers, les filtres, les décoctions, les potions magiques. Chinoise, ça fait des milliers d'années que ça existait. Mais tu sais, le problème, nous, notre civilisation, clairement, elle est gréco-latine.
Et plutôt même romains, les Romains qui ont éclaté les Grecs, et donc finalement c'est eux qui ont été un petit peu le centre du monde, de la Méditerranée, de notre monde à nous, qui est articulé autour de cette Mare Nostrum qui est la Méditerranée. Et les Romains ne connaissaient pas les Chinois. Ils n'avaient aucune connaissance du monde de l'Empire du Milieu. C'est-à-dire que le monde pour eux s'arrêtait à l'est avec les Perses. Voilà. Et tout le reste, c'était des barbares à dégommer. Il n'y avait pas d'autres civilisations. Il y avait que les Perses et le reste, c'était des Gaulois ou des bourrins qu'il a fallu mettre en esclavage et en tout cas soumettre ou détruire. Mais donc, ils ne connaissaient pas les Chinois. Ils ne les connaissaient pas. Il y avait la muraille de Chine, de toute façon, donc c'était bloqué. Et juste, là, on parlait de tout ce qui est sexuel, machin, mais qu'est-ce qu'on sait de Napoléon? Je crois qu'il y a des trucs qui étaient sortis. C'était rapide. 3 minutes, pas plus. C'était un rapide. Comme Chirac, c'est dans le sens ça va vite avec plein de gens. Ouais, il avait déjà inventé Internet, lui. Il avait déjà inventé le numérique. Il avait déjà la fibre. Comment on peut savoir au niveau des aiguillettes. Je me suis toujours demandé comment on peut savoir ce genre de truc parce qu'il n'y avait pas Internet. Dans sa correspondance. Non, Napoléon, il a écrit une correspondance de ouf à Marie-Antoinette, à Joséphine. Joséphine, c'est sa femme. Oui, mais il lui écrivait des lettres enflammées, mais c'était des trucs hyper érotiques où elle lui répondait des fois, vous avez eu beaucoup d'ardeur, ça n'a pas traîné. Ah bon oui, mais je remettrai ça, vous inquiétez pas. Oui, il lui écrivait des trucs, il lui racontait tout. Par le menu, on sait comment il l'effeuillait, ça, Joséphine. On vient venir sur ces sujets-là, juste pour comprendre ton parcours à toi. Tu voulais être footballeur. Ouais. Quand tu étais, je sais pas à quel âge d'ailleurs. 12 ans, je suis parti en centre de formation, je me la pétais, mais en fait en sport-études à Nantes. Pour ceux qui connaissent Nantes, il y a le sport-études et le centre de formation, il y a la Jaunelière et la Collinière, donc moi j'étais à la Collinière. Et quand tu es à la Collinière, tu rêves évidemment d'intégrer la Jaunelière pour devenir un footballeur. Je rêvais d'être canari, je rêvais d'être jaune, et ben j'ai fini en bleu. Parce que t'es en bleu aujourd'hui, si vous nous écoutez en podcast audio, il a un haut Motobécane, une marque qui n'existe plus. MBK, ouais. Qui est devenue MBK. La 41, t'as eu la 41, la 41, la 51, il y avait Peugeot et MBK, il y avait 2 teams, il y avait 2 clans. On t'appelait 1m11. Ouais, j'étais tout petit. T'expliquais ça, t'étais tout petit. Et pourquoi t'es pas devenu professionnel? T'as arrêté? T'as eu envie d'autre chose? J'étais pas assez bon. Après, quand on est enfant, quand on a 14, 15 ans, on va se cacher derrière la responsabilité des autres. C'est pas vous, c'est pas moi, forcément. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est lui. Non, j'étais tout simplement pas assez fort, quoi. Après, il a été question de prendre les hormones de croissance. On est dans les années 88-89. Et c'est justement le moment, l'affaire du sang contaminé, où il y a des gens qui ont pris des hormones de croissance et qui, malheureusement, ont contracté des maladies, qui sont devenus hémophiles. Il y a eu des morts, il y a eu un procès. Ça a été une grave affaire d'État à l'époque. Et moi, j'en ai pas pris. J'avais été voir un spécialiste. C'était à la Salpêtrière à Paris. Donc, j'étais allé avec un mec de Nantes et mon père, et un mec qui s'appelle le professeur Luton. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il était tout petit d'ailleurs, ce professeur. Et il m'avait dit, si tu prends des hormones de croissance, tu vas grandir. Il n'était pas question de maladie, on ne le savait pas, alors qu'il allait avoir cette maladie terrible qui allait s'abattre sur plein d'enfants comme moi. Et il a dit, tu vas grandir tout de suite, mais en gros, tu vas faire 1m60. Or, si tu attends que ton corps se développe naturellement, ça viendra quand ça viendra. J'avais 15 ans, j'en pouvais plus, j'avais pas un poil sur le caillou. C'était horrible, tu vois. Et j'étais humilié tout le temps. Et j'ai eu ma puberté à 17 ans. Mais grâce à ce laps de temps, je fais 1m70 aujourd'hui. Voilà, j'ai gagné 10 cm grâce au professeur Luton. Et donc tu vas emménager à 14 ans, après tu vas venir chez ta sœur, c'est ça, à Paris, pour faire des études. Tu as envie de faire du théâtre? Tu commences à avoir envie? Non. Tu viens pourquoi à Paris? Je viens parce que j'ai été viré de Nantes, donc je retourne dans mon village, dans ma ville à Sablé-sur-Sarthe, et c'est la honte, quoi, voilà. J'ai raté, quoi. J'ai 15 ans, j'ai que 15 ans, j'ai déjà raté ma vie. Donc il faut rebondir, il faut aller ailleurs. Ça correspond au moment où j'ai eu un gros drame familial, qui est mon père qui a eu un très grave accident, qui a été dans le coma pendant 6 mois. Accident de la route? Ouais. Il a été déclaré mort et tout. On m'a annoncé que mon père était mort. Ça choque. On est me chercher à l'école. Et le proviseur, je me rappelle, me dit voilà, je sais pas comment te le dire, ton père est mort. Alors, moi, je m'effondre. Donc j'arrive, je retrouve ma mère. Mon père était au CHU d'Angers, donc en soins intensifs. Et je vois ma mère, je tombe dans les bras et tout. Je fais papa est mort et tout. Et ma mère, mais non, il est pas mort. Limite, il est pas mort ce con. Mais non, il est pas mort. J'ai dit, ah bon? Non, il avait une double fracture de la nuque quand même. Et il a changé. C'est marrant, c'est que ce jour-là, mon père a changé. Il s'en est sorti? Il s'en est sorti, mais il a changé. C'est devenu quelqu'un d'autre. Lui qui était assez sévère, un peu ténébreux, il ressemblait à Jacques Chirac, cheveux noirs, plaqués en arrière, grosses lunettes. Et du jour au lendemain, il a les cheveux qui sont devenus blancs. Et totalement volatile, un peu comme un crépu, comme un mouton. Il est devenu tout frisouillé, tout curly comme ça, et beaucoup plus. Ça l'a changé, tu veux dire en personnalité? Plus lunaire, ouais. Il est devenu plus lunaire, beaucoup plus léger. Ça lui a enlevé plein de trucs. Et quand il en parle, au début, il était très ému, il pleurait systématiquement quand il parlait de cette expérience, tu sais, d'être mort, parce qu'il a été effectivement mort pendant plusieurs minutes. Et il rappelle de ça et ça l'a bouleversé. Ouais. Il y a eu une cérémonie initiatique, ça l'a changé, quoi. On va faire une émission spéciale sur le sujet bientôt. Mon père, il est bavard. Sur les sur les expériences de mort imminente. Ouais, il a eu ça, lui. Les cloches, le tunnel, il te raconte tout ça, lui. Ah, il s'est vu partir, il s'est vu extérieur.
il s'est vu extérieur à son corps, il te raconte qu'il était hyper bien, qu'il voulait surtout pas revenir. Ça, c'est bizarre. Qu'il Il y a était quand même enlevé. un truc sur des milliers de gens dans le monde qui ont vécu ça. C'est C'est-à-dire ça. que c'est un truc qui voit parfois dans la pièce d'à côté. Ouais, il se baladait, il me disait, et surtout, quand il est revenu, il a senti une pression, qu'on l'a ramené, et il voulait pas, il hurlait, et il a retrouvé la douleur du corps meurtri et fracassé par l'accident. C'est ça qu'il voulait pas retrouver, toute cette pesanteur. Tu te rappelles ce qu'a dit Céline, quoi. Mon Dieu, qu'ils étaient lourds. C'est cette lourdeur, quoi. Ce qu'on veut pas retrouver quand je pense qu'on commence à flotter dans les airs, dans les éthers, et qu'on veut s'en aller, quoi. T'es fan d'histoire, mais tu crois qu'il y a quoi après? C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, je suis croyant, je suis catholique, donc moi, Tu penses que l'âme sort du corps? Ouais, moi, je pense qu'il y a un truc après, et puis ça me fait du bien, ça me réconforte, donc pourquoi pas? Ça te rassure, tu veux dire? Ouais, ça me rassure de me dire que quand je vais mourir, je vais être accueilli par mon grand-père, par Charette, par Louis XIII. Ils ont prévu un truc pour moi. Louis XIV va me proposer de rencontrer Cato la Borgnesse. Non, ouais, j'ai prévu. Puis moi, ça me fait du bien, j'y crois. Donc j'impose ça à personne. C'est ma petite cuisine à moi qui me permet d'accepter la dureté le côté du futur, ignoble quoi. et tellement inexplicable et incompréhensible que cette vie sublime qui nous ignore et qui s'arrête d'un coup, quoi. Tu as quel âge toi aujourd'hui? 50 ans. 50 ans? Ouais. Putain, tu les fais pas du tout. Non. C'est Tu m'as pas vu jouer au foot. J'arrive plus à arquer, je peux plus allonger les compas, là, c'est terrible. Et c'est un truc qui te fait peur, la mort depuis... Moi, c'est un truc qui m'effraie depuis toujours. Non, ça m'effraie pas. Enfin, je pense que quand t'es face à la mort, quand même, il y a... Bah, si on te l'annonce, ouais. Si on te dit demain on va te guillotiner, t'as le temps de t'y préparer, et là je pense que t'as le temps d'avoir peur. Après, si ça doit arriver de manière soudaine et brutale, avant la mort t'y penses pas, et puis après la mort t'y penses plus, quoi. Donc c'est qu'un... Pour la majorité d'entre nous, passage doit être ce sera qu'un désagréable. instant, ouais. Tu vas... Donc pourquoi se prendre la tête toute une vie pour un instant? Tu vas subir du harcèlement à l'école. Tu dis que c'est le moment où tu vas te promener un peu dans les villes, dans les rues de Paris. J'ai cru comprendre que c'était ça. Du harcèlement, ouais, c'est parce que je venais de la campagne. C'est intéressant parce que t'es père de famille aussi. Donc je te pose la Ouais. question, c'est un truc qu'on a peur pour ces enfants. Bon, Ah ouais, moi qui ça nous- m'effraie. Ouais, ça m'effraie. Moi je leur pose la question. Il y a personne qui vous embête, il y a pas des petits groupes qui se foutent de votre gueule et tout, toujours. Ah, Mais ils sont tu as cool. hein. plusieurs enfants? J'en ai trois. Mais non, ils sont cool. Ils sont bien dans leur pompe, dans leur basket, ils ont plein d'amis, ils cherchent pas d'embrouille, ils ont pas de compte à régler avec personne. Non, Ouais, ils t'es sont- attentif à ça? Ah ouais. Déjà parce que moi j'ai été très petit, donc j'ai été un peu harcelé à cause de ça. On m'appelait le nain, le nabo, tout des trucs comme ça. Et comme mon fils est comme moi, et il va pas tarder à ce qu'on l'appelle 1m11 lui aussi, j'ai peur que ça lui... Et ça nous est arrivé là il y a pas longtemps. Il a voulu aller au cinéma, il a 12 ans, mais il avait pas ses papiers sur lui. Et donc on va au Cinoche, c'était dans le 14e, et je tombe sur un lascar qui me dit il a des papiers le gamin? Je fais non, mais c'est mon fils. C'est mon fils, il a 12 ans, on va voir Demon Slayer, il a déjà vu toute la série à la télé, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il fait non, mais il faut les papiers. Je fais non, mais il y a pas je suis l'autorité parentale, je suis son père. D'ailleurs, je pourrais être ton père à toi aussi. Et je te le dis, tu vas pas mettre ma parole en doute, on n'en est pas là dans notre société quand même. Je te dis, mon fils, il a 12 ans, donc c'est bon, je peux y aller. Je te signe une décharge. Il dit, non, il faut les papiers. Ah, waouh. Je fais bon, appelez-moi le directeur. Il y a une meuf qui arrive, la même, le directeur c'est la même, tu vois. Et elle me dit, non, il faut les papiers. Il nous faut un papier. Je fais, excusez-moi, vous pouvez juste un tout petit peu faire preuve d'abord De flexibilité. de flexibilité, de pragmatisme. Déjà, vous êtes en train d'humilier un gamin qui peut pas aller voir son film, donc là vous faites une petite douleur qui va rester. Vous en foutez, mais là il y a une petite douleur. Je suis passé par là, donc elle va rester. Donc essayez un tout petit peu de vous mettre dans la tête de ce gamin-là dont vous allez priver son dimanche avec son papa. Ensuite, vous mettez la parole de son papa en doute. Donc ça c'est sympa aussi au niveau de l'autorité parentale et tout. Et en plus, vous n'êtes pas agent de police. Vous n'avez pas à me demander de papier. Et vous n'avez pas à demander à des papiers à mon enfant. Donc je vous dis qu'il a 12 ans, donc vas-y, file-moi mon ticket, c'est quelle salle, tu vois, et on va acheter des pop-corn. Ils ont pas voulu. Et là, il y a un mec de sécu qui est arrivé, le gros vénère et tout, là où effectivement, quand t'as tes urinaires, qu'est-ce que tu veux faire? Hein, tu lui donnes ta place de parking, même si t'as pas de voiture. Tu vois, allez-y, prenez ma place. Non, mais là, c'est prenez ma place. Mais non, mais j'ai pas de voiture. Mais prenez ma place quand même. Donc voilà, donc Jimo qui laisse tomber, on s'en va. Sinon, tu prends une place et c'est pour vrai un que autre j'étais un film peu et tu vas dans colérique. l'autre salle. Non, mais je vais pas tricher, tu vois, je me suis dit, il n'y a pas besoin. Justement, mais non, mais je suis pas un tricheur, moi. Justement, mais après, je la regarde un petit peu colérique, et je lui dis, mais vous êtes une intelligence artificielle. Vous n'êtes pas une intelligence artificielle. Donc vous pouvez comprendre la situation sans que ça vous mette en péril. Et elle m'a dit, non, mais c'est comme ça. Je dis, bah, c'est pour ça que dans 2 ans, vous serez plus là et ça sera une intelligence artificielle, parce que vous raisonnez déjà plus comme elle. Après, je la comprends très bien, la dame. Elle a peur de perdre son boulot, s'il y a un problème, ça lui retombe dessus. Et aujourd'hui, tout le monde se met ceinture Oui, dans bretelle. une société, exactement. C'est ceinture bretelle pour Tout tout le le monde a peur de prendre Je l'accable pas plus que ça. Et le plus philosophe dans l'histoire, ça a été mon fils. Qui m'a dit, vas-y papa, je m'en fous, de toute façon, je l'ai déjà vu. C'est vrai? Ouais. Il
Mais je m'en fous, madame, de toute façon, je l'ai déjà vu. Et puis on est parti. Tu vas commencer le cinéma à quel âge, toi ? Comment tu vas rentrer dans cette carrière que tu vas abandonner après par amour pour l'histoire, pour d'autres métiers ? Parce que tu voulais, j'ai noté, tu voulais être journaliste, historien, prof d'histoire, philo. J'ai noté. Je voulais être policier. Moi, moi je voulais être policier d'abord, ouais. Et en fait, le théâtre, c'est tout simplement que j'ai suivi une fille. J'ai suivi une fille dans un atelier de théâtre parce que j'ai toujours bien aimé les filles. Et j'étais très amoureux d'elle, ouais. Ah ouais, elle était sublime, elle. Et tu te retrouves comment à faire du cinéma ? En fait, d'abord, je vais avec cette fille-là au théâtre. Je me rends compte que dans une salle de théâtre, il y a plus de filles que dans un vestiaire de foot. Donc ça me plaît. Donc je me dis, tiens, je vais peut-être rester un petit peu. Hein, on va s'attarder. Et puis, il y a un casting. Il y a un casting et le but du jeu, j'avais déjà donc 15 ans, mais j'en faisais 11, j'étais 1m11, j'étais tout petit et tout jeune. Et la prof de théâtre me dit, ça c'est très bien parce que si t'es pris, tu vas pouvoir détourner la loi française avec la DAS. La DAS qui évidemment les enfants de moins de 13 ans, je crois, peuvent pas tourner. Voilà, il y a un truc. Ils sont obligés de travailler que 4 heures, après faire des grosses pauses. Bref, du coup, c'est beaucoup plus simple pour envoyer un enfant travailler à l'étranger. Et entre 300 ou 400 mômes, quand même, c'est moi qui suis choisi. Peut-être parce que j'étais bon, surtout parce que j'étais petit. Alors, ce qu'on comprend pas quand on regarde ta carrière, c'est que tu commences à performer au cinéma, à faire plein de trucs, tu joues dans plein de films, et d'un coup, tu t'arrêtes. Ouais. Pourquoi ? Pour comprendre l'humain, c'est important de comprendre les choix des gens. T'es parti sur un truc historique hyper intéressant. Je suis très fan de tout ce que tu fais. Ça m'a rattrapé. C'est cette espèce de passion pour l'histoire que j'ai toujours eu. C'est quoi la vraie raison ? Ça t'a moins amusé ? Non, pas du tout. D'abord, j'ai fait des échecs. D'abord, j'ai fait des échecs. Il y a des films que j'ai ratés au box-office, des films qui étaient peut-être pas bons, ou voilà. C'est quoi ton plus gros film ? Mon plus gros succès ? Ouais. Le plus gros succès que j'ai fait, ça doit être quand même Le ciel, les oiseaux et ta mère, 3-0. Avec Jamel Debbouze ? Avec Jamel. Il y a eu Les Ripoux 3 aussi, qui a bien marché. Il y a eu Le coup de la vie. T'as beaucoup tourné. Il y a eu Jet Set de Fabien Antoniente. Il y a eu Tu seras mon fils avec Nils Arstrup. Tout ça, c'est des films qui ont flirté, ou passé le million d'entrées. Donc ouais, ça a bien marché, mais... T'as eu envie d'autre chose ? Non, c'est... En fait, souvent, j'ai été très gâté, c'est que le chemin s'est dessiné devant moi sans que j'aie à le choisir. Naturellement. Ouais, c'est venu comme ça, petit à petit. Je donne un exemple qui est assez marrant. Moi, je suis très ami, j'adore, mon acteur préféré et quelqu'un que je vénère à tout prix, parce que c'est quelqu'un qui, lui, a transformé ses rêves en sa vie. C'est Jean Dujardin, il rêvait, quand je le connaissais, il débutait quasiment. J'ai fait son premier film, qui s'appelait Bienvenue chez les Roses, avec Carole Bouquet. Et Jean rêvait d'être Belmondo. Il me disait, je m'en souviens, parce qu'on était partenaires de bar, on se mettait au bistrot, il me disait, moi un jour je serai Belmondo, je serai Bébel. Moi il n'y a que Bébel qui m'intéresse, le magnifique. Et aujourd'hui il est devenu Belmondo, ce mec-là. Incroyable, il a réalisé son rêve. Ah, c'est le Bébel français. Ouais. Ah, c'est Bébel. C'est le Belmondo. C'est Belmondo actuel. Avec ce côté solaire, joyeux, drôle, costaud, tendre, voilà, protecteur, mais en même temps dégommeur, flambeur, ça mitraille sévère avec Jean. Et un jour, il m'appelle pour que je lise un scénario. Il faisait un scénario sur Jean Cavalier, qui était un camisard du XVIIIe siècle, pendant les représailles de Louis XIV contre les protestants, après l'abrogation de l'édit de Nantes, dans la fin du XVIIe siècle. Et donc, il me propose de lire le scénario. Il me dit, j'aimerais bien que tu lises mon scénar. Donc moi, je suis content, tu vois, on est en 2010, un truc comme ça. Et je lui dis, ouais, et donc, je vais jouer qui ? Et il fait, non, tu joues pas dedans. C'est juste pour le lire et que tu me donnes ton avis. Voilà, si j'ai... Et là, je me suis dit, merde, le regard des copains, le regard des acteurs, le regard du métier, en quelque sorte, est en train de changer. On me voit plus comme un acteur, mais plus comme un passionné d'histoire, un écrivain ou un scénariste, j'en sais rien. Ça s'est reproduit une autre fois aussi, avec un grand producteur qui m'avait appelé pour que je lui donne mon sentiment sur le personnage de Charette, qui est un général vendéen. Donc je lui dis, il veut me proposer le rôle. Il fait, non, c'est pour Vincent Cassel. D'accord. Voilà, ça avait changé. Et il va se passer combien de temps quand tu arrêtes le cinéma avant de lancer et d'écrire Métronome, donc ton livre qui va se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires ? Mais c'est en même temps, en fait. Ça se fait naturellement. J'ai fait du cinéma, en gros, jusqu'à 2016. Mon dernier film, c'était Les Visiteurs, donc en 2016, Les Visiteurs 3. Et j'ai commencé à écrire. J'écrivais pour moi, d'abord. Moi, j'ai toujours écrit. J'avais un journal intime quand j'étais petit. Je consignais mes émotions, mes pensées. Après, j'écrivais mes buts au foot, les buts que je marquais pour me les remémorer, quoi, pour les revivre, pour les ressavourer, je les lisais, et donc je les écrivais pour m'en rappeler,
Et j'ai commencé à écrire des anecdotes sur Paris, justement, cette anecdote de Place d'Italie. Là. Sur Lutèce. Sur Ça s'appelait Lutèce avant. Qui s'appelait Lutèce. Ça remonte à quand, tiens, pour parler de Paris? Lutèce, ça a été créé quand? C'est une ville? Ça dépend. Si tu penses que Lutèce est gauloise, ça va dater du 3e siècle avant notre ère. Tu as des tribus gauloises qui s'appellent les Parisis, qui remontent le fleuve et qui se mettent de part et d'autre. On ne sait pas trop où. De toute façon, c'était des camps itinérants, quoi. C'était des campements. Ils s'y installaient, mais pas de manière pérenne. Je ne sais pas comment tu conçois la ville à l'époque, mais c'était plutôt des camps retranchés. On appelait ça des oppidas, un oppidum. Et l'oppidum des Parisis, il pouvait être sur l'île de la Cité, mais il pouvait être aussi à Ivry, donc plus en amont du fleuve. Il pouvait être du côté de Nanterre, plus en aval. Il pouvait être à Bobigny. C'est vraiment les Romains. C'est les Romains, c'est pour ça que nos ancêtres sont pas les Gaulois. Ah oui. C'est les Romains qui vont situer Paris là où elle est aujourd'hui, qui vont la construire presque pas ex nihilo, mais qui vont la construire sur la rive gauche à la romaine. Et qu'est-ce que c'est qu'une ville à la romaine? C'est pas du tout une ville comme la concevaient les Gaulois. Une ville à la romaine, c'est une ville rectiligne, orthonormée autour d'une croix latine. Comme un peu les rues de New York, c'est voilà. très droit. En damier, voilà. Hippodamier, je crois qu'on disait, les Grecs disaient ça. Voilà. C'est ça, à la romaine. Et surtout, l'accès à l'eau. Les citoyens romains, c'est presque dans la charte, c'est presque l'amendement, tu vois, numéro 1 en Amérique, ou dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 1, c'est l'accès à l'eau. Les Romains devaient avoir accès à l'eau. Donc, des thermes, des aqueducs, des égouts, des canalisations. Déjà à l'époque? À l'époque, c'était être sujet romain, c'est avoir le droit à l'eau. Ce qui n'était pas le cas des Gaulois, c'est la différence. Et c'est vrai que nous, on a l'eau. Le principe d'une ville, c'est pas que les bâtiments officiels et les statues, c'est surtout les fontaines. T'expliques que quand on va voir la Tour Eiffel, si un jour vous y allez, si c'est pas de Paris, que vous allez visiter la Tour Eiffel, il y a ce qu'on appelle le Champ de Mars, qui est la place derrière, en gros le parc. La plaine de Grenelle, l'ancienne plaine de Grenelle. Tu dis qu'on marche sur un cimetière quand on est là-bas. Ouais, parce que c'est là que les Gaulois, justement, ont été vaincus par les troupes de Jules César. C'est pas Jules César lui-même, parce qu'il n'était pas là, mais c'était un de ses plus fidèles lieutenants qui s'appelait Labienus. Et la bataille décisive avec Camulogène, le chef gaulois, elle s'est déroulée dans la plaine de Grenelle, là où se trouve aujourd'hui la Tour Eiffel. Donc c'est vrai que la Tour Eiffel est quelque part un mausolée dédié à l'indépendance gauloise, perdue en ce jour sinistre où les Gaulois ont perdu et nos ancêtres ont pris la place. Nos ancêtres, on va dire gallo-romains, voilà, on va dire qu'on est un peu les deux quand même. On a encore gallo-romains, c'est à la fois Gaulois et romains. C'est ça. On est un peuple métis depuis le début. Incroyable. Il paraît que la potion magique, ce qui avait pensé en tout cas à la potion magique d'Astérix à l'époque, c'était de l'alcool. Ouais, de l'hydromel peut-être. Ce que prenaient les un peu comme l'ancêtre du Captagon, quoi. Donc les Captagons, c'est de la drogue. C'est la drogue des djihadistes, quoi. C'est les mecs qui se shootaient avant de faire un attentat. Voilà, et tu deviens insensible à tout et tu te permets tout, malheureusement, même le pire. Mais c'est vrai que les Gaulois. Ils prenaient quoi alors? Hydromel, c'est quoi? C'était un alcool avec du miel. C'était la boisson un peu sacrée, un peu motivante, énergisante des Gaulois. Mais c'est vrai que les Gaulois ils rentraient littéralement en transe quand ils combattaient, quoi. Ils se peignaient, ils hurlaient, ils criaient très fort, le bruit, ils se rendaient un peu amok, un peu fou, un peu complètement déconnectés pour faire peur à l'ennemi et puis pour se donner aussi du cœur à l'ouvrage, du courage et puis pour y aller sans trop réfléchir. Ouais, quand t'as peur, tu hurles, c'est un peu pareil. Et ils prenaient beaucoup d'alcool, sûrement. Je sais pas si c'était de l'alcool, parce que là encore, les choses n'ont pas les mêmes degrés, tu vois. À combien ça chiffrait à l'époque, je sais pas, tu vois. Le vin, on dit tout le temps, nos ancêtres, ils picolaient du vin tout le temps, ils préféraient le vin à l'eau. Oui, mais le vin, il était à 4 degrés. À l'époque, il était à 4-5 degrés. Et il était moins que la bière aujourd'hui. Moins que la bière aujourd'hui. Et c'était vraiment. L'alcool servait à assainir l'eau, à la rendre. À tuer les microbes, à la rendre plus pure et moins toxique, moins nocive. Quand l'eau devenait un peu croupie, voilà, on l'a purifiée avec de l'alcool. Donc c'est en 2009 que tu vas lancer Métronome. Donc oui. C'est un livre. Et ça part vraiment de l'histoire du métro. Tu voulais vraiment expliquer l'histoire du métro parisien? J'expliquais tout simplement mes trajets depuis Bobigny. Merci mes parents de m'avoir fait voyager. Depuis Bobigny jusqu'à Place d'Italie. 303 stations de métro dans Paris, c'est ça? À peu près, ouais. C'est énorme, en fait, comme réseau. Ah bah oui, alors malheureusement, des stations dédiées à des événements de Paris et non pas à des personnalités, parce qu'il y a souvent des noms qui sont dédiés à des personnalités qui n'ont rien à voir avec le lieu lui-même, ce qui est d'ailleurs dommage, parce que là, du coup, il y a une réappropriation qui est impropre et qui est gênante pour le passionné comme moi, qui s'intéresse aux mots, puisque les mots doivent dire quelque chose, les noms doivent dire quelque chose. Les mots ont un sens. Ouais, les mots ont un sens, et surtout, ils ont une signification, ils ont une origine. Ils sont pas arrivés comme ça, de manière inerte, brutale dans nos bouches, quoi. Ils sont le fruit d'un voyage, d'un ADN, qui est notre identité d'ailleurs. Moi, je soutiens que l'identité française, c'est notre langue.
c'est nos mots, cette langue qu'on emploie, quoi, qui elle-même a souffert, a espéré, a rencontré des gens, qui est le fruit d'un mariage, d'un métissage, d'un voyage, d'usage, de pratiques, de serments, de promesses, de contraintes. Ça a créé une langue qui est notre identité. Donc quand on nous enlève un nom, d'ailleurs j'ai un exemple pour toi tout à l'heure, quand on nous enlève un nom qui avait un rapport avec la géographie, avec l'ancrage, je trouve que c'est un rapt et que c'est une spoliation qui est préjudiciable pour le futur. Pour finir sur le métro, il date de quand le métro? Il a été. Quelle est la première station? C'est 1900, il a été inauguré pour l'exposition universelle. Et la première station, c'est une ligne, c'est la ligne 1, c'est Bastille, c'est Bastille-Champs-Élysées. Elle traverse Paris, voilà. d'ouest en est, ouest. Ouais, elle suit la Seine. Là encore, le Paris est né le long du fleuve, c'est à partir d'elle qu'elle s'est développée. Vous coupez Paris à l'horizontale, grosso modo, c'est ça. C'est ça, la première ligne elle est comme ça, puis la deuxième ligne elle sera verticale. On retrouve l'esprit romain, la croix latine. Il y a des stations dans le métro avec la nord-sud. Il y a des stations qui sont fantômes aujourd'hui. Vous pouvez le voir. Si Ouais, la vous 6 ou venez, 7, vous passez, vous allez dans le métro et ils ne s'arrêtent pas. Vous passerez dans des stations qui ne sont pas très éclairées. Ouais, Croix-Rouge, Pourquoi Saint-Martin. Il y a des stations qui sont fantômes. Parce qu'elles sont plus desservies, parce qu'elles sont considérées comme trop proches par rapport au réseau. Généralement, c'est ça. Elles sont considérées comme trop proches, inadaptées avec les le réseau s'est développé. Hein. Il y a des stations qui se créent toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, on crée le Grand Paris Express. Donc, en fonction de ces créations-là, il y a des stations qui sont devenues un peu trop proches et que ça servait à rien. On gagnait du temps à réduire le trajet en passant dessus parce qu'elle était desservie à côté par une autre ligne. Alors, j'ai une petite anecdote, mais il y en a une qui s'appelle Saint-Martin, qui est une des plus grosses stations fantômes françaises. Je sais qu'il y a des tournages qui sont faits là-bas. C'est Port des Lilas surtout. Ouais. Il y a eu des tournages, mais maintenant c'est surtout occupé par l'armée du salut, je crois. C'est devenu surtout un refuge pour les sans-abri. Pour les sans-abri l'hiver, pour qu'ils aient un endroit. C'était il y a longtemps, je crois que c'est encore le cas. Et c'est la station, c'est Port des Lilas. Port des Lilas qui est une toute petite ligne, c'est la ligne 3 ou la ligne 11. C'est la ligne 11. Elle est toute petite ligne et il y a une petite diverticule qui permettait de stocker des métros et de faire des petits trajets pour permettre aux manœuvres. Et on peut louer ça. Ça coûte super cher, hein, si tu as envie de faire un tournage dans le métro. Il y a quoi comme tournage, tu connais? Il y a des gros tournages qui ont été faits? Moi j'ai tourné 2-3 pubs là-dedans, films là-dedans. Je te rappelle quand on était petit, la pub pour Petits Écoliers. J'ai mon meilleur ami dedans, un mec qui s'appelle Jamel Ben Salah. Et pourquoi est-il aussi méchant? Parce que c'est pour qui les petits écoliers? C'est pour moi. Et il s'enferme dans un métro. C'est une pub des années 80. Ça a été tourné. Ça a été tourné là-bas. Ouais, ça a été tourné là-bas. La plupart des films, Zazie dans le métro, je pense que ça a dû être tourné là-bas aussi. La plupart des films où il y a une station de métro, tu peux être certain que 9 fois sur 10, c'est Port des Lilas. Ouais, tu peux miser. Vas-y, bet-clic. Tu peux miser. Il y en a une qui s'appelle Temple. Genre j'ai vu, ça a rapport à quoi? Il y avait un temple, qu'est-ce que c'était? C'était les Templiers, c'est l'ordre des Templiers. Ça a un rapport aux Templiers? Bien sûr, ils avaient l'ordre du Temple, ils avaient leur commanderie au niveau de Saint-Martin, donc Saint-Martin-des-Champs, qui est devant République, et ils avaient leur commanderie principale, d'ailleurs la plus importante de France, avec un énorme donjon qui servira de prison à Louis XVI un peu plus tard, la prison du Temple, et les Templiers, qui étaient donc cet ordre militaire qui protégeait les pèlerins et qui protégeait le tombeau du Christ, du Saint-Sulpice, les chrétiens. Les chrétiens qui allaient à Jérusalem, qui allaient faire leur pèlerinage à Jérusalem, étaient protégés sur la route par les Templiers, qui vont inventer aussi tout un système de facilitation du voyage, avec des hospices, avec des commanderies, des auberges, où tu pouvais te reposer, être protégé. Et surtout, il y avait des banques, où plutôt que de te balader avec des sous sur toi, tu avais une lettre de change des Templiers qui disait, il m'a donné 200 € à Sens, dans ma commanderie, il pourra les récupérer à Montpellier. Ou il pourra les récupérer à Damas, ou il pourra peut-être pas à Damas, mais il pourra les récupérer en Grèce. Oui. Il y avait un système de lettres de change, de banque, qui permettait de voyager léger et de ne pas se faire rançonner sur les routes. Il n'y avait pas un mythe avec les Templiers, comme quoi ils avaient un énorme trésor caché à l'époque, non? Si, à Rennes-le-Château, il y a l'abbé Sommière qui le cherche toujours. Hein. Bien sûr qu'il y a des mythes. C'est comme Nicolas Flamel, l'alchimie, les francs-maçons, les Templiers, les trucs comme ça. Là, on rentre dans des choses plus ésotériques, plus Harry Potter. C'est passionnant aussi, mais ça tient plus de la légende que de la réalité. Ah oui. Le patrimoine des Templiers, il était essentiellement foncier. Ils avaient des terres. En fait. Ils investissaient. C'est comme le budget de l'État. On croit toujours qu'à l'époque de Robin des Bois, il y avait la cassette mystérieuse, Picsou, avec son trésor planqué dans une caverne. Non. Il n'y a pas d'argent sonnante et trébuchante. L'argent est tout de suite réemployé pour investir, pour payer des trucs. Les Templiers, c'était pareil. Dès qu'ils avaient 200 balles, ils achetaient un bout de terre pour faire un champ. Ils auraient lancé une malédiction, j'ai regardé sur l'histoire des Templiers, au roi à l'époque qui les avait condamnés. Oui, c'est Maurice Druon. C'est Maurice Druon qui dit... parce que c'est vrai que le Jacques de Molay, le dernier maître de l'ordre, donc on est je crois en 1314, à Paris, justement, île de la Cité, où ils sont brûlés devant le roi de France Philippe le Bel, qui ainsi casse un ordre religieux important,
dans pas longtemps, il va choper le pape et le mettre à Avignon, tu vois, donc il a affaibli l'Église. Et donc il y avait une raison politique à ça. Et il pensait récupérer du pognon, mais il n'a rien récupéré du tout. Et c'est vrai que Jacques de Molay aurait maudit le pape, aurait maudit le roi, Philippe le Bel, et aurait maudit aussi le ministre de l'époque, qui s'appelait Enguerrand ou Nogaret, je crois, Charles de Nogaret. Et les mecs sont morts dans l'année, les trois, effectivement. Ça, c'est la vérité. Ouais. Donc on a inventé ensuite une malédiction lancée par Jacques de Molay. Mais Jacques de Molay, en fait, il aurait juste maudit, je crois, ou le roi ou le pape, mais pas les trois. Mais bref, ça n'a pas empêché de cramer, et les trois autres sont morts dans l'année. Et ça nous a précipité dans les guerres de 100 ans. Un petit dernier, pour finir sur le métro, il y a une station de métro qui s'appelle Saint-Denis. Tu t'arrêtes à Saint-Denis, c'était un évêque, je crois, à l'époque, évêque de Paris. Il y a une... Évêque clandestin, hein, puisque Paris n'est pas chrétienne à l'époque. Hein. On est romain et on est au IIIe siècle. La religion chrétienne est encore illégale. Il faudra attendre Constantin en 314, donc presque 60 ans plus tard, pour que le christianisme soit autorisé et devienne une religion acceptée par le panthéon polythéiste des Romains. Donc il est venu de manière illégale et il a été chopé dans des carrières souterraines où il prêchait clandestinement la messe, et il s'est fait juger et on l'a découpé, on l'a décapité à Montmartre, devant un temple romain qui était un temple de Mercure. Et il y a une D'où rumeur... Montmartre, le mont du martyr. Oui, ça s'appelle Montmartre en fait, parce qu'avant c'était donc les martyrs, parce qu'ils exécutaient les gens. Ils ont exécuté ceux-là en tout cas, parce qu'il n'était pas tout seul, Saint-Denis, il y avait aussi Éleuther et Rustique, ils étaient trois, et ils ont été décapités au pied de cette colline, et depuis le pèlerinage qu'ils ont entrepris depuis le jugement jusqu'à leur exécution est devenu la rue du Martyr, la rue des Martyrs, la rue Montmartre. Et la butte Montmartre. Et on a enlevé le Y sur Montmartre. Ouais, c'est avec l'évolution phonétique de la langue, ouais. Ça a bougé. Donc la rue des Martyrs, ça explique, comme ça on comprend mieux en fait, c'est la route qui va vers Montmartre où a été exécuté. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi de mieux quand la rue, la route, le nom de la rue raconte encore l'histoire du lieu, quoi. Alors bon, après, ce qu'on apprend de l'histoire, parfois c'est un peu... Tu vois, par exemple, je crois que le Saint-Denis, justement, l'évêque, il aurait porté sa tête sur 6 km. Ouais. Ah, faut croire, hein, pour le voir. Mais tu sais, quand t'es chrétien, quand tu crois, c'est les miracles. Non, mais oui, ça c'est... Oui, ça paraît... En fait, c'est toute la différence entre la religion et la philosophie tient en une phrase. C'est une phrase de Saint Augustin, qui est un des grands pères de l'Église, qui est originaire, je crois, de Constantine, en Algérie, où il disait moi, je crois pour comprendre, et je cherche pas à comprendre pour croire. C'est toute la différence entre la religion et la spiritualité, entre la foi et la philosophie. C'est cette phrase, tout simplement. Je crois pour comprendre, je cherche pas à comprendre pour croire. Regardez 2 secondes, on est allé dans Paris pour vous montrer quelques anecdotes, quelques trucs à savoir. Tu nous as dit, prenez un scooter, suivez-moi, je vais vous montrer pendant quelques minutes des choses que vous ne saviez pas. Et donc, si vous avez l'occasion de venir sur Paris, vous pourrez comme ça apprendre des choses. Regardez. Alors, premier arrêt, tu nous as dit de nous retrouver ici. Si vous venez à Paris, c'est au 8-10 rue de la Ferronnerie, vous avez tapé. S'il y a un endroit qui à Paris caractérise le problème de circulation, les embouteillages, dans l'Ancien Régime on appelait ça les embarras, et ben c'est ici. C'est ici parce que figure-toi que c'est ici, le 14 mai 1610, qu'un roi de France, le roi préféré des Français, notre bon roi Henri IV, a été assassiné. À cause d'un problème d'embouteillage, de circulation. C'était là? Oui, là où on est. Et c'est vrai qu'il y a la plaque, là, il y a la plaque. Et il y a la plaque qui indique l'endroit précis où Henri IV a été assassiné. Bah oui, je te dis pas des conneries. Hein. Si tu regardes un plan de Paris, tu verras que la grande croisée de Paris, comme on l'appelait à l'époque, l'endroit le plus court pour circuler et pour aller d'ouest en est, il était déjà un peu gêné, encombré par un cimetière. Le cimetière de la ville, le cimetière des Innocents, qui est de l'autre côté, là où il y a la place des Innocents. Il y a encore le cimetière? Non, il y a peu de cimetière. Ouais, mais si tu creuses, il y a encore des cadavres. Hein. Peut dire que tu fouilles. Et il y a encore quelques vestiges que je pourrais te montrer après. Cet endroit-là était tellement encombré il y a déjà 500 ans qu'un roi a été bloqué et qu'un mec a pu en profiter et lui mettre 2 coups de couteau. Ça s'est passé ici parce que là, en fait, il y avait donc les murs, le mur d'enceinte du cimetière intramuros. Et si tu cherches, il y a encore quelques petits vestiges. Par exemple, tu vas chez Arcus, là, la marque de chaussures, et il y a encore des vieilles pierres du cimetière. Tu veux regarder comment... c'est là, on va voir. Oui, parce que là, bon, maintenant, il y a des arches. Bonjour. Et là, regarde, quand tu vas chez Arcus... Hyper intéressant de marcher dans Paris, de découvrir des trucs. Comment tu connais tout ça? C'est fou. Oh, bah, j'ai lu, tu sais, la Bible pour tous ceux qui aiment Paris, c'est un bouquin de Jacques Hilaret qui s'appelle le dictionnaire historique des rues de la capitale. Et c'est lui qui m'avait appris ça. Tu vois, tu peux leur sourire, ils sont sympas, je les connais. Et là, regarde, c'est ces murs-là. Regarde les pierres, là. Attends, tu veux qu'on rentre dans la boutique pour montrer? Peut-être qu'ils savent pas. Ouais, mais ils vont gueuler si on filme, non? Bonjour. Bonjour. Ça va? On peut filmer les pierres? Est-ce que vous savez ce que c'est que ces pierres? Pas trop, non. Et c'est surtout au sous-sol, parce que j'étais déjà venu à une époque où vous étiez pas nés, les gars. Ici, en fait, c'était les charniers du cimetière des Innocents. Ah là, ouais, regarde. C'est là où on entreposait les squelettes. Là. Putain, incroyable. Là, tu vois tout ça. Il y avait des galeries où on entreposait les ossements.
les ossements, c'est ce qu'on appelait un charnier. Voilà, là, t'es dans le cimetière. Là, on était dans le cimetière, tu vois. Voilà, ici, la rue des Innocents, c'est le cimetière. On mettait des étagères où on entreposait les ossements des cadavres dont on allait se débarrasser parce qu'il fallait se faire de la place. Tu vois, le Tout est cimetière voûté. intramuros. Et il y avait quoi dessous, tu dis là? On peut voir? Bah il oui, y a c'est du- la même chose. Bah, tu vois aussi des assises. Je sais pas si on peut descendre 2 secondes. Les gens vont se précipiter pour acheter des pompes. Hein. Voilà. On avance. Allez, on va voir au fond. Voilà. Là, voilà, tout ça. Oh, waouh! C'était sur plusieurs niveaux, hein, les charniers. Les charniers étaient sur plusieurs niveaux et tu avais Il n'y a que toi pour nous faire rentrer dans une boutique de chaussures et on se retrouve et tu te dis voilà, Là, il y a t'es une vraiment- entrée là, il y a chaque là, tu là, connais tout ça. Ah non, mais ouais, bah, je l'ai lu dans des bouquins, quoi. Là, vous êtes vraiment dans les entrailles du cimetière des Innocents, avec donc ces charniers qui permettaient de faire de la place au corps pour les sépultures. Parce qu'il faut bien vous imaginer que les cimetières, il y avait plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de milliers de personnes. Enfin, peut-être pas des centaines de milliers, mais des dizaines de milliers de personnes. Et avec les siècles, il fallait faire du temps, de la place. Surtout qu'on réclamait pas, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde a sa petite pierre tombale ou alors sa petite niche quand les gens se font incinérer. On était les gens un peu plus c'était plus des fosses communes que des vrais cimetières avec des croix partout. La pierre coûtait cher à l'époque. Ça coûtait cher une pierre, donc on n'avait pas les moyens de faire une pierre tombale. Surtout que dès que tu faisais une pierre tombale, tu te la faisais chourer par un mec qui s'en servait comme une marche d'escalier. Donc Ah ouais? bah ouais, Et ouais. puis tu donc- payais un il y avait emplacement, non? À l'époque, les cimetières, non, c'est pas pareil. sauf les gens très riches. Mais la majorité des gens n'avaient pas les moyens et puis d'entretenir une tombe, donc on les mettait là, et puis petit à petit on les oubliait. Et quand on les oubliait, bah, on déterrait, on prenait les eaux blanchies. C'était quand même à l'époque consacré, c'était des terres consacrées, donc on faisait pas n'importe quoi avec les cadavres, ils étaient respectés. Et ben on les mettait dans des charniers, voilà, on les entreposait un peu comme les archives nationales. Putain, c'est Et c'est fou. là. C'est génial, mec. Et aujourd'hui c'est un magasin de chaussures. On entrepose autre chose. J'ai envie que tu viennes me raconter des histoires tous les jours. C'est passionnant. Ah ouais, et là il y a un escalier. Ouais, qui mène parce à- que c'était sur plusieurs niveaux. Donc là on a vu on a fait un premier stop. Ouais. Là où est mort Henri IV. Où est-ce qu'on va là? Alors là, on va suivre donc la Grande Croisée de Paris, donc cet axe principal, le seul d'ailleurs presque en ligne droite pour aller d'ouest en est, c'est-à-dire pour aller du Louvre à la Bastille. D'ailleurs, Henri IV se rendait du Louvre à la Bastille pour aller voir son ministre Sully. Il se baladait pas dans Paris comme ça pour s'amuser, et c'est donc sur le chemin qu'il a été assassiné. Donc on va reprendre cette ligne droite pour se diriger un peu à l'image d'Henri IV au Louvre. Et sur le chemin, il y a 2-3 trucs que je veux te montrer qui sont assez amusants. On va commencer par un endroit qui est très émouvant, c'est vers la rue de l'Arbre Sec. C'est la dernière fleur de lys de Paris. Tu sais qu'à la Révolution... L'emblème des rois. L'emblème des rois, voilà. Et à la Révolution, on a tapé, on a buriné, on a fait disparaître tous les emblèmes. Hein. C'était déjà le wokisme à l'époque. Tu vois, ils ont tout enlevé. Les saints, les rois, c'était le symbole de l'arbitraire, de l'obscurantisme. Voilà, ne jugeons pas, tu vois, c'est l'histoire. Et ben, il y a eu quand même quelques fleurs de lys, donc symbole de la monarchie et de l'Ancien Régime, qui ont survécu au burin de la Révolution. Et attends, et pourquoi ils les ont pété la Révolution? Parce qu'ils voulaient l'emblème des rois, ils voulaient tout casser en fait, en gros. Eh c'est ben, ils ça voulaient tout changer. Ils voulaient tout changer, c'est-à-dire que c'était un nouveau régime, une nouvelle ère. Hein. D'ailleurs, regarde, on a même changé jusqu'au calendrier. On a été l'an 1 de la République, l'an 2 de la République. Il a fallu faire disparaître, faire table rase tous les symboles du des passé, de l'oppression, etc. C'était le but de la Révolution. Il en reste qu'une seule. Et il y en a quelques-unes qui ont résisté. Il y en a une là. Regarde comme c'est beau là. Oh, wow. Symbole d'ancien régime. Regarde les deux là comme elles sont belles. SG. En fait, SG, tu sais que Paris, au Moyen-Âge, comme dans tous les territoires, était partagé en domaines seigneuriaux. On appelait ça des fiefs. Et bien là, tu es dans le fief de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est une paroisse, qui est une église, face au Louvre. SG, c'est ce que ça veut dire. Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc la troisième étape, on va où? Eh ben, toujours quartier du Louvre. On va aller voir un nom de rue parce que tu sais que moi j'ai découvert l'histoire par mon présent, comme je te disais. C'est l'histoire, elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas planquée dans les musées, elle n'est pas derrière des vitres, elle est là, elle est sur place. Les noms racontent quelque chose, les noms de rue racontent quelque chose, et parfois ce sont des surprises assez croustillantes, assez drôles, comme celle que je te propose d'aller découvrir maintenant. Donc c'est là la rue du Pélican. Voilà, on est dans le quartier du Louvre. Elle est écrite, elle est gravée dans la pierre. Donc Ouais, ça date de Louis XV. Ah oui, c'est-à-dire que c'était. Ouais. Comme nos fleurs de lys, 18e siècle. Et cette petite rue, c'était une rue. C'est vrai? Ouais. Incroyable. C'était une rue avec des prostituées. Tu me fais rire, monsieur Châtellerault. Mais oui. C'était la rue des prostituées? Et la rue ne s'appelait pas comme ça. Parce que pour préciser le nom, à quoi servait la rue, la fonction de la rue du Pélican, au 15e siècle, s'appelait la rue du Poil au Con. Et le con, c'est évidemment l'ancien nom français Du pour sexe dire féminin. la matrice féminine. Oui, c'est ça. Voilà. Rue du Poil au cou. Et pourquoi ils l'ont renommé Pélican? C'est Catherine de Médicis. Elle ne supportait pas que, on voit dans son voisinage immédiat, elle qui était très croyante, elle ne supportait pas qu'il y ait une rue qui porte le nom de Poil à la chatte. Incroyable. Ouais, rue du Pélican. Tu vois, Et si donc, tu viens les rues étaient gravées avant, sous Louis XV, étaient gravées avant d'être sur les panneaux. Et oui, en parce gros. que les panneaux, ils étaient piqués. Au départ, Louis XV, il a eu l'idée de mettre des plaques en tôle.
Mais les plaques en tôle, c'était génial à l'époque. Tu t'en servais pour ils se faisaient voler. Bah oui, ça devenait une étagère, ça devenait un passe-plat, ça devenait un plateau, ça devenait, on s'en servait. Et donc, plutôt que de créer des trucs qui étaient volés, eh ben ils ont gravé des pierres avec Dans des la moellons pierre. comme ça, parce que là tu peux pas les déceler, hein, c'est compliqué. Incroyable. Et ça c'est 18e siècle. Autre petite anecdote que les gens soupçonnent pas. Les gars, pourquoi il y a 2 fois le nom de la rue? Regarde, le nom de la rue il est marqué là, mais il est marqué là-haut. Et attends, donc ça sert à quoi de marquer à 2 endroits? Ben en fait, ça c'était pour les piétons, et ça c'était pour les cavaliers, pour les cochers, sur leur carrosse. Trop Ils étaient intéressant, 3 mètres plus haut les mecs. Tu es trop intéressant en fait. T'es là, on est là. Et tu m'as pas vu tout nu. Donc on vient d'arriver à un stop suivant. Vous reconnaissez, on est à Notre-Dame de Paris. C'est là où prêche l'évêque, mais c'est pas le lieu le plus important de la chrétienté en France. Ah bon? D'ailleurs, au Moyen-Âge, et je vais te le prouver dans la pierre, Paris n'est pas un archevêché. Compte les bonhommes, la galerie des rois de Juda, d'une tour à l'autre. Regarde, sur cette tour-là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 10 5, là. voilà. Et sur celle-là? 8, 9. Et pourtant, là, c'est de l'architecture gothique. Et au Moyen-Âge, on laissait rien au hasard. Ça coûtait cher, la pierre coûtait cher. Donc, il fallait vraiment optimiser le chantier, la pierre, les matériaux, le temps de travail des ouvriers, etc. Donc là, comme tu l'as remarqué, il y a un déséquilibre. Pourquoi? La tour nord est plus large que la tour sud. Eh bien parce que le privilège d'avoir des tours équilibrées, c'était réservé aux cathédrales d'archevêché métropolitaines, c'est-à-dire aux super-cathédrales. Et la super-cathédrale du nord de la Loire, à l'époque de la construction de Chartres. Notre-Dame, au XIIe siècle, Sens. This is une ancienne potence. Quand tu faisais une connerie, quand tu faisais un larcin, quand tu faisais un blasphème, eh ben, tu devais t'excuser auprès de l'évêque, auprès de l'église, devant Notre-Dame, ici. Eh bien, cette potence, qui est une échelle de justice, elle a été transformée en point zéro des routes de France. C'est-à-dire que c'est l'endroit à partir duquel on a fait partir toutes nos grandes nationales, au XVIIIe, au XIXe siècle. Attends, c'est-à-dire que quand il y a marqué, on est à Bordeaux, il y a marqué 550 km Paris, Ça part de là. C'est 550 km de ce point-là. Voilà, exactement. Une ancienne potence. C'est marrant de se dire Et que donc- nos routes partent d'une Attends, mais ancienne, d'un ancien endroit qui faisait, où on suppliciait les gens. Enfin, en tout cas, où ils devaient avouer leur faute. Non mais tu sais, ils avouaient, mais c'est-à-dire qu'ils étaient pendus ou ils Non, non, pas demandaient tous. pardon? Non, non, c'était une échelle de justice. Ils allaient demander pardon. Ils allaient demander, ils faisaient pénitence. Et certains étaient Auprès- pendus. Il y a dû avoir des mecs qui se sont fait découper ici, ouais. Mais essentiellement, non, non, là c'était plutôt un endroit où il y avait une croix, un crucifix. Et puis quoi, le point zéro? On s'excusait. Voilà, et c'est devenu le point zéro des routes de France. Point zéro des routes de France. Ouais. C'est fou ça, si vous venez à Notre-Dame de Paris, vous le verrez devant. On a longtemps cru que cette galerie des rois, c'était les rois de France. D'ailleurs, la Révolution, on les a dégommés. On les a retrouvés dans un jardin et aujourd'hui, ils sont à Cluny. Pourquoi on a cru que c'était les rois de France? De Clovis jusqu'à Philippe Auguste. Eh bien, parce que celui du milieu, il y en a un qui n'est pas assis sur un socle, mais il repose sur un mouton, comme s'il était tout petit, un peu comme nous. T'as raison, t'as raison. Eh bien, en fait, c'est Pépin le Bref. Et ça correspond à l'ordre dynastique. Donc on s'est dit, bah regarde, le plus petit, il est chétif, Pépin le Bref, comme son nom l'indique, il était courteau. Eh ben, c'est lui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cru que c'était les rois de France. Donc là, on vient de faire un dernier stop. On Oui, est un dernier stop. rue de la Croix-Faubin dans le 11e. Tout à fait, dans le 11e. Et il y avait... Non, c'est pas drôle, ne ris pas. Il y avait une prison, là, autrefois. Alors, Au 19e siècle, elle a été regarde. détruite du coup. Elle a été détruite, elle a été remplacée par un magnifique parc arboré, merci la mairie de Paris. Mais c'était une prison, c'était la prison de la Roquette. Il reste encore le guichet d'entrée. Tu vois. Ah oui, c'était le guichet d'entrée de la prison. Et au 19e siècle, Intéressant. pour marquer les esprits, eh bien, comme il y avait encore la peine de mort, on exécutait les criminels à l'extérieur de la prison, devant la prison, et ils se faisaient Pour que la exécuter. population les voit. Bah ouais, voilà, pour que guillotiné en place les publique. Si vous faites des bêtises, voilà ce qui va vous arriver. Donc on les guillotinait en place publique. Il y avait donc ici, là où on se trouve, une guillotine. Et pour ne pas que le bourreau y rate son coup, pour que pour que vraiment le coup près tombe comme il faut, il fallait bien l'équilibrer. Tu vois cette guillotine. Donc elle reposait sur une assise, sur des pierres, 5 pierres. Et D'ailleurs, c'était en terre avant les routes. ouais, elles étaient. Bah, il y avait, ou alors c'était du pavé, mais justement le pavé il était bosselé, madré. pavé, Tu vois, c'était pas stable. T'avais pas le niveau, quoi. T'avais pas le niveau. Donc pour qu'il y ait le niveau, eh ben, on avait pas des cales, mais des socles. Les Voilà. 5 pierres là. Voilà. Et la guillotine, elle reposait sur ces 5 pierres que t'as là. Merci pour cette visite de Paris. Eh ben, merci à toi, Guillaume. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe qu'on se fasse une émission spéciale, un jour qu'on parte dans Paris, une journée, C'est quand tu veux. et qu'on fasse tous les secrets de Paris. Est-ce que ça Ouais. pourrait vous intéresser, même si vous n'y habitez pas? Mais si jamais vous venez un jour en week-end, en vacances, comme ça vous connaîtrez les secrets de Paris. Allez, retour en plateau maintenant. Voilà, comme ça on a pu voir quelques Sympa, anecdotes. non? Et alors, C'était ma technique de drague quand j'avais 20 ans. t'emmenais les filles Mes sur des prospects, lieux ouais.
Ouais, j'ai emmené mes copines. Bah écoute, fallait bien que Tu les impressionnes. Fallait bien que je me montre un petit peu original. Fallait bien que je parade autrement qu'avec des plumes ou avec des muscles, quoi. Tiens, je vais te donner des anecdotes de l'histoire, si tu veux bien. Ouais. Et tu vas me dire si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a plein d'anecdotes sur l'histoire de France. Qu'est-ce que tu m'as prévu? Ah non, c'est des anecdotes que j'ai trouvées sur Internet, juste. D'Artagnan a vraiment existé ou pas? Est-ce que c'est vrai? Oui, le duc, il s'appelait exactement le duc de Batz de Castelmore. Il a existé. Il est né vraiment dans le Béarn. Il a fait une brillante carrière de mousquetaire et il est mort au siège de Maastricht. Il a pris un boulet dans la gorge et effectivement, Louis XIV l'aimait beaucoup. Il a été très triste quand il a appris sa mort parce que c'était un soldat du roi. Ouais, il a existé, D'Artagnan. Un soldat du roi, un militaire très valeureux. Ouais. Rapidement, parce que j'en ai plein, mais Marie-Antoinette a dit ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. C'est pas vrai. Ça, c'est faux. Ben, c'est faux, c'est Rousseau qui a dit ça. Incroyable. C'est Jean-Jacques Rousseau. Je crois qu'on peut retrouver la citation même dans les années 1760-70 dans les Confessions, je crois, ou les Rêveries. Mais c'est parce que ça fait partie du déclenchement de la Révolution, pourtant. Ouais. On l'a détestée, Marie-Antoinette, pour une autre raison. Elle est déjà, oui, effectivement, elle était autrichienne, elle était donc étrangère, on a souvent été en guerre avec le Saint-Empire romain germanique, donc il y avait ce côté, elle n'avait pas de chez nous, celle-là, mais surtout, on l'a détestée, bon, après, on l'a détestée, elle était inconséquente, mais c'était pas son rôle, elle n'était pas aux affaires, donc elle vivait, elle faisait sa vie d'aristocrate, tout en haut, et qui se préoccupe de rien, mais il y a eu une histoire, la fameuse affaire du collier. Il y a eu un collier où la France s'est endettée pour acheter un collier qu'elle voulait même pas. Elle s'est fait piéger. Et c'est cette affaire-là qui fait qu'elle a été détestée. À cause de cette affaire de collier qui a coûté une fortune à l'État, alors que le peuple souffrait. Et c'est vrai qu'elle n'a pas eu de peau. À ce moment-là, la France avait une période où il y a eu moins de rentrées au niveau des moissons, le blé, l'agriculture. Ça a été des années un peu froides, un peu dures, et un peu pourries. Il y a eu des années pourries, et donc les gens ont moins bien mangé. Et au même moment, elle se retrouve avec un énorme briquet, tu vois, un truc de joncaille énorme de diamants. Ça devenait incompatible avec le peuple, et elle s'est fait détester vraiment pour ça. Louis XIV avait très mauvaise haleine. Et puis de la gueule, il n'est pas de palais. C'est-à-dire Il avait une déformation du palais, donc il n'avait pas de voûte palatale, donc tout remontait. Il avait des renvois de barbelés en permanence. Enfin, pour les palais de proches, parce que tu te faisais mitrer. Ah ouais, il avait une déformation. Louis XIV avait un jumeau. Ouais, le masque de fer. Je sais pas, peut-être à la naissance, mais non. Non, c'est pas dans... Non, ça, il y a pas de... Ça, c'est une légende. Merci Alexandre Dumas. Napoléon était très petit. Ah ouais, oui, il était pas haut. Il était pas haut. D'ailleurs, il y a une anecdote marrante avec son aide de camp, qui était un Égyptien, c'était un gros balèze. À un moment, Napoléon, il a voulu prendre un livre dans une bibliothèque. Il n'arrive pas à le prendre. Il a l'air con, là. Et là, il y a son aide de camp qui est plus grand. Il lui dit « Laissez-moi faire, sire, je suis plus grand. » Et là, Napoléon l'a repris en disant « Non, vous n'êtes pas plus grand, vous êtes plus haut. » C'est tout. La grandeur, c'est moi. Le président Félix Faure serait mort d'une fellation. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. J'ai regardé dans les grands. Oui, alors fellation. En tout cas, elle était en ébat amoureux avec sa conquête. À l'Élysée. Ouais, qui était d'ailleurs la femme d'un grand peintre connu qui habite à Paris, qui s'appelait Steinlein. Et il l'a reçue chez elle, et il l'a reçue, chez lui. Ils sont partis se recueillir, puis faire leurs petites affaires, et il est mort pendant, ouais. Et d'ailleurs, évidemment, les journaux se sont moqués, notamment Georges Clémenceau, le tigre, qui à un moment on lui a dit « Oh, le président a-t-il toujours sa connaissance ?» Parce qu'il était parti, il était dans les vapes, le mec, tu vois. Et là, Clémenceau a dit « Ah non, elle est partie par l'escalier. » Incroyable. Et oui, il est mort en plein ébat amoureux. C'est pas le seul, hein. Il est mort, il avait une crise de syncope, en fait. Oui, hein. juste Il y en a plein d'autres. Attila, on... le fléau de Dieu, là, le conquérant, du 5e siècle, il est mort aussi pendant sa nuit de noces. Elle devait être très jolie. J'ai vu des trucs un peu plus tirés par les cheveux, mais j'ai vu que Léonard de Vinci serait venu du futur, qu'il aurait ramené toutes ses inventions. T'as vu ces trucs-là, ces théories un peu du complot sur l'histoire? Ouais, là, je sais pas trop. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Je pense pas, parce qu'il était bête, Léonard de Vinci, il était toujours à court de sous, parce qu'il a très peu produit. Il retouchait tout le temps ses tableaux. Par exemple, la Mona Lisa, la fameuse Joconde, il la gardait avec lui tout le temps parce qu'il la considérait comme pas finie. Donc si elle venait du futur, il y avait un moment où tu t'en fous, tu la donnes et puis tu prends le pognon. Lui, il l'a jamais pris parce qu'il considérait que c'était pas fini. La plupart de ses œuvres étaient pas abouties, donc il les reprenait. Donc si quelqu'un était, de manière indirecte, avait reçu des cadeaux du ciel, je pense qu'il s'en serait débarrassé sans problème. Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires de tromperie à l'époque, des grands rois, etc. Il y avait beaucoup de maîtresses, d'amants, c'était un truc qui était courant? Oui, bah oui. Depuis toujours? Bah oui, plus t'as du pouvoir, plus t'en profites, oui. Je crois que ça n'a pas changé, ça. Tu sais, l'homme n'est pas plus intelligent, il est plus sophistiqué.
aujourd'hui. Mais il est toujours animé par la même chose. C'est Nietzsche qui disait ça. Qu'est-ce qui nous anime au plus profond de nous? Il y a la volonté de puissance. Mais cette volonté, ça c'est Nietzsche. Mais la puissance, c'est tout simplement l'envie de ne pas mourir et de rester éternel, en fait. Et donc cette peur de mourir, cette volonté de rester, elle se traduit par le fait de vouloir faire des enfants, donc se reproduire. On se continue à travers notre progéniture. Et c'est aussi le fait de ne pas manquer, donc de prendre le champ du voisin, prendre un peu de sa ration de blé, un peu plus, mon espace vital. Voilà, c'est ne pas mourir. La peur de manquer. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'enfants illégitimes aussi dans les rois de France? Est-ce que... Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Tu sais, c'est ce qu'on appelle, les historiens appellent ça les super ancêtres. Je veux dire, des mecs comme Charlemagne, comme Hugues Capet, comme peut-être pas Saint-Louis, qui lui était plus réservé sur la question. C'est quand même quelqu'un qui, le jour de son mariage, attends, c'est magnifique ça. Le mec, il se marie avec une jeune, c'est Marguerite de Provence, elle a 13 ans. Malheureusement, à l'époque, ça les arrêtait pas. Tu vois, ils avaient une autre conception de la chose. Et Saint-Louis, lui, il a dit non, elle n'est pas en âge de faire des enfants, donc on va attendre. Et il a attendu 4 ans. Un saint homme. Non mais voilà, mais à l'époque ça se pratiquait pas comme ça. C'est justement, tu vois, là, ils en profitaient, ils en abusaient. Quand c'était pas leur femme, c'en était d'autres ou autre chose, parce qu'il y avait aussi déjà des gars, ils étaient attirés par tout un tas de trucs. Hein, ça partait dans tous les sens. Et quand t'as du pouvoir depuis toujours, tu t'en sers. Attends, pour terminer sur les rumeurs, il paraît que les rois à l'époque n'avaient aucune vie privée. Non. Mais jamais, vraiment quand ils dormaient au réveil jusqu'au coucher. Ah ouais. Ils étaient accessibles, il y avait une symbolique, ils avaient une dimension, ils devaient être partout, joignables en permanence, ils étaient l'État, ils incarnaient l'État, ils incarnaient la continuité politique, donc il fallait qu'ils soient en veille, ouais, voilà, il fallait qu'ils soient en veille H24 et il fallait qu'on les voie, il fallait qu'on puisse, qu'il n'y ait pas de rumeurs justement sur des disparitions, des maladies, des choses, il fallait qu'on les voie et c'était un privilège d'être à leur contact et à leur côté. Mais c'était qui avait le droit, par exemple, de les regarder? Il y en a qui les regardaient dormir? Bah, il y avait des courtines, hein, quand même. Il y avait ce qu'on appelait des ruelles et des courtines, donc on mettait des rideaux. Mais oui, il y en a qui les regardaient dormir, il y en a qui les regardaient procréer pour être sûr. Non, je te crois pas. Mais bien sûr que si. On les regardait dès qu'ils avaient fait leur petite affaire. On regardait si les draps avaient été souillés pour bien vérifier que la femme était vierge. Et pourquoi on faisait ça? C'était pas pour dégrader les femmes. C'était pour être sûr que si elle est enceinte, c'est du bon bonhomme. Et pas d'un autre, pour pas créer des soucis de revendication. Il n'y avait pas l'ADN à l'époque. Il n'y avait pas de recherche ADN. Le roi, bien sûr. Mais bien sûr, fallait être sûr. Fallait être sûr que ce soit le bon moment, qu'il y ait un pacte, tu vois, collision dans 30 minutes, fallait qu'on le voie. Waouh, ok. Putain, je savais pas, ça c'est pas très connu, si? Bah non, bah si, mais c'était parce que c'était c'était politique, c'est la raison d'État, c'était essentiel. Le mariage scellait des alliances, donc ça c'était très politique. Tu pouvais comme ça, plutôt que d'une guerre à éclater ton voisin, bah tu te maries avec lui, comme ça on est ensemble. Et puis surtout, il fallait faire un héritier pour qu'il y ait la continuité dynastique, pour qu'il y ait la continuité et qu'il n'y ait pas, tu vois, des élections tous les 5 ans. Leur seul moment tranquille, c'était quoi? C'était les toilettes? Ils pouvaient aller au cabinet quand même? Bon, il y avait des chaises où la chaise percée du roi, il pouvait donner audience, il pouvait y avoir du monde qui le regarde. Non, je te crois. Il y a des rois qui étaient peut-être un peu plus gênés, ça me vient pas tout de suite, mais non, si. C'était pas un sujet. Louis XIV tenait conseil, y compris quand il était en train de poser sa pêche. Hein. Il parlait à ses conseillers. Ouais. T'imagines? Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'Autriche? Attendez. On attaque. Attends, c'est J'ai improbable. mangé un mauvais riz cantonais. On attaque. C'est quoi? Non, mais on apprend beaucoup de choses. Et il paraît La personne du roi était publique. Elle était publique, le roi était accessible. J'avais visité Versailles comme tout le monde. On peut y aller en touriste, visiter certaines pièces. Et ils expliquaient qu'ils allaient aux toilettes derrière certains rideaux. À l'époque, il n'y avait pas de cabinet, il n'y avait pas d'eau courante. Si, il y avait... Ça sentait très mauvais. Alors, il n'y avait pas l'eau courante, évidemment, il n'y avait pas le tout à l'égout, mais il y avait quand même des lieux d'aisance, il y avait des lieux pour ça. Mais bon, souvent c'était loin, puis les gars ils s'en foutaient un petit peu, et c'est vrai qu'ils pouvaient s'épancher derrière un rideau, dans un couloir, où ils voulaient. Mais il y avait des vases d'aisance, des choses comme ça, mais il y avait des gens qui étaient plus ou moins propres. Mais les gens n'étaient pas tous cradingues non plus. On se méfiait de l'eau, c'est vrai qu'on se méfiait de l'eau parce que l'eau était souvent un peu méphitique, un peu pleine de bactéries, de choses comme ça, donc on s'en méfiait. Donc on avait tendance à se laver un minimum, mais on se lavait quand même, les gens se lavaient. Et tu as dit un jour, ça m'a surpris, que la Seine ne traverse pas Paris, que c'est pas la Seine qui passe. On dit toujours on va bien à la Seine, on peut aller dans la Seine. Hein? C'est pas la Seine. C'est pas la Seine. C'est l'Yonne. Parce que la Seine se jette dans l'Yonne en amont, donc à Montreux, dans le 77, en Seine-et-Marne, à Montreux-Fontionne, à la limite de l'Yonne. Et à ce moment-là, à Montreux, le débit de l'Yonne est supérieur à celui de la Seine.
Donc logiquement, par priorité, parce qu'elle est plus grosse, c'est la Seine qui est un affluent de l'Yonne et non pas l'Yonne qui est un affluent de la Seine. Donc en fait, quand tu es au Havre ou à Rouen, tu regardes couler l'Yonne et non pas la Seine. Incroyable. C'est Paris-sur-Yonne. C'est Paris. Paris-sur-Yonne. Neuilly-sur-Yonne. Ouais, Neuilly-sur-Yonne. Juste pour parler de Notre-Dame, et puis après on va parler d'une anecdote par ville, en fonction de où vous habitez. Le 15 avril, c'était en 2019, il y a eu un énorme incendie. Tu as suivi le truc, toi, qui est fan d'histoire. Moi, je revenais d'un voyage en Asie. On se rappelle d'où on était tous à ce moment-là. Moi, je me rappelle parfaitement. J'arrivais d'Asie et quand on a atterri, j'ai vu les nuages. Et je me suis retourné vers mes copains, je dis ça y est les gars, retour à Paris, la pollution, le nuage et tout. Voilà, la pollution, l'air pollué qui peut arriver à Paris. Et évidemment, en me posant, je me suis rendu compte que c'était pas la pollution, mais c'était Notre-Dame qui partait en fumée, quoi. Donc, je suis tout de suite allé voir. Et comme tout le monde, j'ai été sidéré. Et j'ai regardé la flèche vaciller avant de s'effondrer. Après, je regardais les infos. Je suis rentré chez moi très tard. Je suis rentré chez moi vers 23h, minuit. J'arrivais pas à décrocher, quoi. J'étais là, je dis mais éteins-toi. Le truc s'éteignait pas, ça repartait, ça reprenait de la vigueur. Puis j'avais besoin de voir les gens aussi. Je voyais le regard des gens. J'ai vu personne, moi, contrairement à ce que j'ai pu lire, des gens qui se moquaient, qui étaient heureux. J'ai vu personne. C'était quelque chose. C'était vraiment comme l'a si bien titré Libération, qui est certainement le journal que je lis pas forcément, mais qui a les plus belles unes. C'était vraiment notre drame. Parce qu'au-delà d'un bâtiment cultuel, Notre-Dame, c'est aussi un bâtiment culturel, quoi. C'est notre épicentre, puisque quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est parti depuis l'île de la Cité. C'est ce moyen de franchir le fleuve. Paris, ouais. C'est le centre, c'est l'épicentre, quoi. Est-ce que tu as une anecdote ? C'est surtout là où des milliers, des millions, des dizaines de milliers de personnes ont noué des espoirs, quoi. C'est la mémoire de nos pères. Qu'on soit croyant ou pas croyant, ça n'a rien à voir. C'est là où les gens sont venus prier, espérer, enterrer quelqu'un, se marier, demander quelque chose. Voilà, c'est tous ces espoirs, tous ces chuchotements, toutes ces craintes, toutes ces larmes versées, tous ces sourires portés, toutes ces joies, ces tédéums, ces choses comme ça. C'est tout ça, Notre-Dame. Et donc, c'est plus que de la pierre. C'est la mémoire vivante du passage de tellement d'anciens, quoi, de centaines de milliers de Parisiens qui nous ont précédés, qui étaient nos prédécesseurs et qui sont nos aïeux. Voilà, c'est tout ça. C'est l'écrin protégeant, c'est le sanctuaire protégeant tous nos aïeux. La France, c'est 70 millions d'habitants, Guillaume, mais c'est 3 milliards de morts. Faut pas les oublier, ceux-là. Elle a été quasiment finie. Là, il y a encore un peu de travaux. On y est allé il y a quelques temps visiter. Ils nous ont invités gentiment pour voir. Il reste une petite partie à finir. Pour ceux qui vont y aller visiter, est-ce que tu as un truc à regarder dedans, une petite anecdote ou un truc qu'on peut voir qui est vraiment cool à voir et à connaître ? Il y a le mur du cœur. Le mur du cœur qui date du XIVe siècle. D'ailleurs, moi, quand elle s'est effondrée, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le mur du cœur. Qu'est-ce que c'est ? Le mur du cœur. C'est un mur qui sépare le cœur. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, une cathédrale, une église, ça a toujours été un endroit très vivant. Évidemment, les gens viennent se recueillir, donc il faut un peu de discrétion, il ne faut pas hurler. Mais c'était des endroits où les gens se réunissaient pour parler, ça faisait des affaires, les gens parlaient. C'était un endroit qui était protégé, il y avait un toit, tu étais à couvert, donc tu pouvais rentrer. Et les prêtres, ils en avaient marre, parce qu'à un moment, eux, quand même, ils voulaient dire, attendez, nous, on fait un office religieux. L'autre, elle est en train de me raconter qu'elle a acheté du poisson ce midi, ça fait chier, quoi. Donc, on a mis un mur pour séparer les gens qui venaient dans Notre-Dame, pas forcément pour prier, mais pour rencontrer des gens, et les prêtres qui, eux, priaient de manière exclusive. Et donc on a créé ce mur au XIVe siècle, un mur de pierre, qui raconte l'Ancien Testament, la vie de Jésus, et aussi la vie de Jésus. Donc il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et c'est magnifique, parce que c'est une BD en pierre, quoi. C'est un roman graphique de l'époque, qui défile avec les couleurs et tout, et c'est sublime. Et moi j'ai eu peur que ça, qui donc datait du XIVe siècle, ait disparu dans l'incendie. Et heureusement, il n'a pas disparu. Voilà, donc ça, pour moi, c'est le monument le plus emblématique, le plus sublime à l'intérieur de Notre-Dame. Allez voir si vous y allez, quoi. Ah ouais, le mur du cœur, il est trop beau. Juste pour terminer sur Paris, dernière anecdote, mais les catacombes, pour ceux qui ne connaissent pas, au centre de Paris, dessous, pardon. Ouais, sur la rive gauche surtout. Ouais. Sur la rive gauche. Rive on peut aller visiter une partie, mais en fait, qui est une toute petite partie en réalité des catacombes. Parce que qu'est-ce que c'est que des catacombes déjà ? C'est ça, c'est impropre pour Paris, les catacombes. C'est une référence encore à l'antique, comme toujours, ça vient du latin, qui veut dire, je crois, allongé, reposé. Et en fait, c'était vrai, c'était des nécropoles antiques. Mais à Paris, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a pas une nécropole, les gens les enterraient près des églises. Qu'est-ce que c'est qu'une nécropole ? C'est l'endroit où reposent les morts. C'est l'endroit où... Un cimetière ? Ouais, voilà, c'est un cimetière.
Donc autrefois, les nécropoles étaient un peu en dehors de la ville, à l'époque des Romains, puis très vite, à l'époque des Francs, puis des Capétiens, sous l'Ancien Régime, les cimetières étaient paroissiaux, donc à côté des églises, donc au cœur des villes, au cœur de Paris. Tu avais une trentaine de cimetières. Et avec les progrès, la densification de la ville, etc., et les progrès en termes d'hygiène, où justement on a commencé à se rendre compte que c'était pas forcément une bonne idée de vendre du poisson frais à côté d'un cimetière, où il y a un mec qui avait clamsé la veille, tu vois, il pouvait y avoir des trucs qui pouvaient corrompre la marchandise. On a décidé de vider les cimetières, dont le plus important qui est le cimetière des Innocents à Paris, juste à côté des Halles, donc juste à côté du marché. Et on l'a mis dans les anciennes carrières de la ville. C'est-à-dire le squelette, quoi, en fait. On a pris les corps, ouais. On a pris les corps, les ossements. Ce qui est resté. Et on les a entreposés dans des endroits où on avait extrait les pierres pour construire la ville. Donc il y avait des galeries souterraines qui étaient des galeries de carrières de pierre. Et on a transformé ces galeries en ossuaires. Et pour donner un joli nom, pour que les gens viennent visiter et puis que ça donne un côté un peu légitime, un peu prestigieux, on a appelé ça les catacombes de Paris. Tu vois, genre comme à Rome, il y a des catacombes, nous aussi. Hein, on a une origine antique. Mais c'était simplement des carrières de pierre qu'on a transformées en entrepôts, quoi, pour foutre les ossements de, je crois, 3 ou 4 millions de Parisiens. Il y a eu des gens célèbres dans les catacombes, tous les Parisiens. Tous les Parisiens, avant qu'on crée les cimetières en dehors des villes, extramuros, c'est-à-dire donc le Père-Lachaise, Montparnasse, cimetière de l'Est, le cimetière de Passy, donc qui était en dehors du vieux Paris. Eh ben, il y a tous les Parisiens. Donc tu vas avoir Nicolas Fouquet, Robespierre, Danton, les révolutionnaires, Marat, ils sont là. Damien, ben ouais, tous les mecs qui étaient plutôt dans les fosses communes d'ailleurs. Mais on ne sait pas trop où ils étaient parce que la plupart des Parisiens enterrés, il n'y avait pas de pierre tombale, ça coûtait trop cher une pierre. Donc on mettait une petite croix ou un truc, mais voilà. Les cimetières ressemblaient davantage à des fosses communes qu'à nos cimetières d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une partie qui est fermée au public que tu as eu la chance de visiter? Je sais pas, avec Stéphane Bern, tu fais des émissions sur des chroniques radio. Est-ce que tu as eu la chance de voir des trucs? Les Parisiens, il y a une ville souterraine. Il y a clairement les carrières on l'a dit, les carrières de pierre de Paris. C'est grand? Ah mais c'est immense, ça fait presque... Allez, ça fait les premiers arrondissements intramuros de la rive gauche. Donc ça fait le 5e, 6e, 7e. Tu vois là, 5, 6, 7, une partie du 13e, en plus, même le 14e. Donc c'est immense. C'est immense. Les catacombes, c'est qu'une toute petite partie. Mais le reste, ces carrières de pierre se visitent, ou pas. Et il faut être cataphile. Il faut être initié. Ça veut dire? C'est une société secrète. Voilà, t'es un cataphile, donc tu prends une bouche d'égout, parce qu'évidemment, les catacombes, les carrières de pierre... Ça passe par les égouts? Ont été reprises par les égouts, ont été reprises par le métro, le réseau du métro. Tout ce qui est sous Paris, il y a une ville en négatif, avec des noms de rues et tout. Ah bon? Oui. Et ça, t'es déjà allé? Mais bien sûr. Et ce qui est amusant... Avec des cataphiles, avec des fans de ça? Alors j'y suis allé une première fois dans les années 90, avec des mecs qui étaient des passionnés d'histoire, qui réhabilitaient le patrimoine sans le dire. C'était dans le 5e, ils étaient au Panthéon. Et ils étaient en train de réparer le carillon du Panthéon. C'était des mecs qui s'appelaient les Untergunther, dirigés par un gars qui s'appelle Lazar Kunzmann. Et ils étaient au piano-bâche dans le 5e. Et les gars m'ont raconté qu'ils réparaient le carillon sans le dire au conservateur du Panthéon. Ils ont mis 3-4 mois, ils se sont installés sur les terrasses du Panthéon, ils campaient là-bas. Mais comment ils arrivaient aux terrasses? J'en sais rien, ils allaient en douce, quoi. Ils escaladaient, je sais pas, ils se planquaient dessus. Bref, et au bout de quelques mois de travaux, ils sont allés voir le conservateur et ils ont dit « Écoutez bien ». Et là, tout d'un coup, le mec, il a écouté quoi? Ça va sonner. Quoi? Ils avaient réparé le carillon. Et le conservateur a porté plainte. Non. Et l'association a dû payer 10 000 € de dommages et intérêts au Panthéon. Et le carillon marche toujours. Hein? Grâce à eux? Ouais, c'est injuste, super injuste. Et donc c'est par ces mecs-là que j'ai commencé à découvrir un peu un univers underground dans Paris. Ça m'a passionné parce que avec mes recherches, il y a les recherches en surface, mais il y a aussi le fait de descendre en profondeur. Tu vois, c'est un peu plus louche, c'est un peu plus interlope, c'est un peu plus secret, c'est un peu plus en clair-obscur, quoi. Et tout ce qui est clair-obscur, il y a de la part de mystère, de légende, de choses comme ça. Et ça a commencé à me passionner. Et la dernière fois que je suis descendu, c'est il y a quelques années, c'est assez drôle, c'est avec le fils d'un astronaute qui est un cataphile averti, c'est un passionné par ça, et c'est le fils de Jean-François Clairvoy. Donc le mec qui est monté dans l'espace, son fils, lui, il descend dans les entrailles de la Terre. Le paradoxe est assez amusant, comme quoi il faut tuer le père. Incroyable. Et c'est dangereux ou pas Et je crois qu'il faut pas y aller si tu connais pas. Hein. Tu peux te perdre si t'as pas de lumière. Non, ça va, c'est pas dangereux. Alors on dit, des fois, il y a des sociétés secrètes qui te font peur. Et c'est vrai que des fois, tu vois passer une quinzaine de mecs avec de la musique techno à fond,
Ils passent avec des flashs, des lumières, ils t'aveuglent, ils te font peur, ils passent. Mais bon, la plupart, c'est des gamins de bonne famille. C'est tous des mecs qui ont fait normal sup, Qui vont se faire un petit frisson, quoi. Ils se font c'est leur délire. C'est chouette d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. Mais non, c'est pas dangereux. Il y a des gens qui se sont perdus autrefois dans les carrières. Mais maintenant, les catacombes, personne ne se perd dedans. C'est illégal. Les flics, ils font des descentes. Ah, c'est illégal. Tu te fais choper, tu te fais sortir et t'as une amende. Et généralement, les policiers ils descendent le vendredi. Voilà. Donc, ils descendent. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que des fois, t'as des mecs un peu plus vénères qui te prennent tes plans. T'as pas le droit d'avoir un plan. Internet capte pas, donc tu peux pas utiliser ton téléphone. Et si t'as un plan papier pour te repérer, pour pas te perdre, t'as pas le droit d'avoir un plan, faut le connaître. Attends, qui te vole ton plan? Des mecs. Ah bon? Ouais, mais ça tient aussi de la légende. Moi, je me suis baladé avec un plan, on m'a jamais menacé. Mais t'as déjà croisé des gens? Tu marches? Bien sûr. Ah bon? L'autre fois, quand j'y suis allé, j'ai croisé des Hollandais. Ils étaient venus à Paris un week-end pour s'installer. Mais ils rentrent par où? Il y a plein d'endroits. Ah ouais? Moi, je rentrais devant. Alors, ce qui était drôle, c'est que je rentrais devant le Lutetia, moi. Tu vois, le gros palace aujourd'hui qui est à Raspail. Un hôtel de luxe, ouais. Un gros hôtel de luxe qui est rive gauche, au-dessus des catacombes, enfin au-dessus des carrières. Et je rentrais par une bouche d'égout. Et ensuite, on descendait un peu un local électrique qui appartenait à GDF. Et puis après, par ce qu'on appelle une petite chatière. Donc, c'est un endroit où tu dois un peu ramper. Et ben, tu te retrouves dans les carrières. Incroyable. Les carrières qui datent du Moyen-Âge, elles datent du XIVe siècle. Donc, Il y avait, au Moyen-Âge, il y avait la peste, il y avait un énorme problème de saleté. Ah bah, oui, il y a eu depuis l'Antiquité la peste. Là, j'ai appris, grâce à Métronome, grâce à toi, un truc que je raconte souvent à mes amis, quand on voit des maisons à colombage, donc des maisons anciennes, vous en avez beaucoup en Normandie, à Bayeux, etc. Ces maisons où il y a des espèces de croix en bois avec une espèce de chaux blanche, les maisons typiques un peu normandes, et en fait, elles avancent sur la rue, il y a une espèce d'avancée comme ça, on a l'impression qu'elles sont un peu tombantes, et en fait, c'était pour pas que les rats puissent accéder à l'étage, parce qu'il y avait, ils passaient en négatif, du coup, ils tombaient, les rats. Il y avait ce côté justement, l'encorbellement qui évitait à la vermine de monter. Il y avait aussi les vols, ça permettait, c'était plus compliqué, il fallait escalader, tu vois, c'était plus compliqué quand c'était pas tout des vols, bien sûr. Là, comme je te l'ai dit, l'homme n'a pas changé, hein. Il est toujours le même depuis toujours. Et donc il y aura toujours des jaloux et des mecs qui convoitent, mais c'était aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire que l'espace public était limité, très étroit. Donc quand tu voulais un peu gagner de l'espace et du terrain, tu le gagnais sur l'air au-dessus des piétons, au-dessus des maisons. Donc tu gagnais un peu de la surface. Ça vaut plus cher au mètre carré. Donc tu gagnais de la surface. Et puis on faisait aussi l'encorbellement, on pouvait jeter les détritus. Tu vois, quand tu jettes et que le mec est en dessous, il se le prend dans la tronche. Donc alors si t'es un peu en décalé, tu jettes et là ça va au milieu de la rue. Il y avait aussi dans le caniveau, quoi. Ouais, il y avait un côté. Voilà. Les égouts, c'était un caniveau central. Donc plus tu gagnais en encorbellement, plus tu pouvais jeter sans que ça coule sur le mur ou sur le voisin. Et tu parles d'insécurité, là. Enfin, tu disais il y avait des vols, des cambriolages. C'était. On n'imagine pas, avant, il y avait Jack l'Éventreur qui était connu à Londres, à Paris ou les villes françaises. C'était dangereux comment au Moyen-Âge? C'est super dangereux. On pouvait pas sortir la nuit? C'était pas éclairé déjà. Donc fallait sortir avec ta torche, avec ton lampion. À Paris, au Moyen-Âge, il y a que 3 points lumineux. Ça fait pas beaucoup, quoi. Il y a un lampion pour éclairer les morts, parce qu'il faut toujours veiller les morts. Et les lanternes des morts, ça existe partout, ça surtout dans le sud-ouest et l'ouest de la France. Il y en avait aussi à Paris, donc le cimetière des Innocents, au centre de Paris, avait sa lanterne des morts. Donc voilà, on appelait ça un fanal. Et il y en avait un au niveau de la prison du Châtelet qui contrôlait l'accès au pont, puisque Paris, donc, c'est né autour du fleuve sur un pont qui permettait de franchir et de passer rive droite, rive gauche. Donc là, il y avait une lumière. Et au niveau de la tour de Nesle, là où il y avait la muraille de la ville, qui était la muraille Philippe-Auguste, pour avertir les bateaux, un peu comme un amer, que tu arrivais sur Paris. Putain, et le reste, c'était dans le noir total. Noir total. Donc tu fais ce que tu veux dans le noir. Il y avait de la criminalité, c'est-à-dire que c'était, on ne pouvait pas sortir. Je sais qu'à Londres, fut un temps, il disait que il y avait peu de chances de survie si tu traversais Londres. Tu évitais de sortir parce que déjà, tu risquais ta vie parce que déjà, tu pouvais pas te déplacer. De toute façon, mécaniquement, c'était compliqué. Sans lumière, c'était compliqué. Puis tu te perdais. C'était un réseau de petites rues, c'était tortueux, tu savais pas sur quoi tu marchais, t'avais tu vois, les rues étaient pavées, mais elles étaient couvertes d'immondices, de sacs, d'éjections, de tas de trucs. C'était compliqué de marcher. Essaie de marcher dans la pénombre, sans lumière, c'est compliqué. Je vais te donner des villes, tu vas me dire si tu as une anecdote ou pas. On a pris des villes françaises, il y en a plein. On a pris des moyennes villes, des grandes villes. Tu vas nous dire si tu connais un truc. Je les ai fait à toute berzingue. Oui, donc toi, tu as fait une série sur YouTube où tu es parti, à chaque fois, tu as un épisode par ville. C'est hyper intéressant, vous pouvez aller voir d'ailleurs. À toute berzingue, ouais. C'est mon odyssée. Je me prends pour Ulysse. J'ai quitté Ithaque, Paris, il y a 7 ans maintenant, et je vais revenir d'ici 3-4 ans, comme Ulysse pour Ithaque, et j'aurai fait la France. La France, il y en a qui en parlent, et il y en a qui la font. T'as quitté Paris dans le sens où tu habites plus à Paris? J'habite plus à Paris, ouais. T'en as eu marre? Un peu, ouais. Un peu. C'était
T'as eu envie de calme? Je sais pas trop si c'est la ville qui a changé ou si c'est mes yeux, mais je me suis senti moins en adéquation avec elle, donc j'y suis. Je l'ai quittée pour mieux la retrouver. T'imagines le J'avoue, signal quand même, parce que toi, t'es quand même l'amoureux de Paris par excellence, et tu t'en es parti, c'est que quand même c'est plus dur de vivre à Paris maintenant qu'avant. C'est plus dur pour les enfants. Je trouve qu'elle est hors d'échelle. Pour les emmener faire du tennis ou du foot, c'est une galère. Pour les déplacements en train, tout coûte hyper cher. Tu vois, dès que tu veux faire un truc avec un gamin en métro, ça monte tout de suite les tarifs. T'es parti dans une petite ville aujourd'hui? Ouais, j'habite dans le Berry, moi. J'habite au centre. Mais je suis à Paris une semaine sur deux, voilà, pour m'occuper de mes enfants. T'es dans la nature, t'as une vie nature. Ouais, dans la forêt, moi. Je suis devenu un homme des bois. Bah, t'as vu comment je suis sapé? Je suis devenu, je vis avec les cerfs, les biches, les sangliers, les chouettes. T'es passé vraiment de la ville à la campagne. Ouais, mais je viens de la campagne, moi. Hein. Je viens de l'ouest de la France, je viens d'un village, quoi. Donc, je suis arrivé à Paris à 15 ans, j'ai découvert la grande ville, j'ai plutôt découvert les grands ensembles et les cités, et ensuite la ville. Donc, je suis comme un saumon, je suis retourné, j'ai remonté le fleuve pour revenir là où j'étais, ouais. Je vais te donner des villes, tiens, en parlant de sources. Thonon-les-Bains. Ouais. Bah, j'en ai pris plusieurs. Est-ce que tu as une anecdote sur Thonon-les-Bains? Ah, de ouf. Il y a une anecdote de ouf sur Thonon. T'as des anecdotes, faut le savoir, hein, si vous parlez avec lui 2 heures, tu lui donnes 200 villes, il a 200 anecdotes. Ouais. C'est fou. À Thonon, j'en ai 2 même d'anecdotes. Alors, je vais en dire qu'une. Une belle, et puis on va en donner une belle sur quelques villes. Non, l'expression « il n'y a pas le feu au lac Oui. », elle vient de là. C'est-à-dire que c'est les Savoyards qui ont construit les belles cités des riches à Genève. Et à Lausanne, et tu vois, à Montreux, toutes ces belles villes suisses. Il y a des lacs. C'est les Savoyards qui ont construit. Et donc pour y aller, ils ont dû traverser le Léman, le lac, qui sépare la Suisse de la France. Donc ils prenaient donc le matin, ils prenaient un petit bateau, un bac, ils allaient construire de l'autre côté les villes de Suisse. Quand le soleil déclinait, les mecs commençaient à dire, bah vous savez, c'est fini, on peut rentrer chez nous. Et là, le contremaître, le chef de chantier disait, non, c'est bon, ça va, t'attends, il n'y a pas le feu au lac. Ça veut dire que le soleil n'est pas encore assez bas pour irradier, tu sais, comme cette lumière rasante qui fait flamboyer les rivières, la mer, tu vois, qu'elle devient rougeoyante comme ça. Quand la mer flamboie, quand elle rougeoie, eh ben, ça veut dire que c'est la fin de journée, il y a le feu au lac, fin de journée, on peut rentrer. Mais tant qu'il n'y a pas le feu au lac, on n'est pas pressé, on continue à bosser. On a pris des villes qui ont parfois une histoire, des remparts, par exemple Brive-la-Gaillarde. Est-ce que tu as un truc intéressant pour ceux qui viennent Alors, pourquoi les Gaillardes? Cette expression de Gaillarde, ça nous remonte à, je crois, Henri IV, on est au XVIe siècle. La ville était défendue par des remparts, des murailles, comme toutes les villes du Moyen-Âge. Et celle-là, elle était particulièrement bien rembarrée, tu vois, elle était bien protégée. Et là, Henri IV a dit, oh putain, c'est une ville, elle est gaillarde. Et parce qu'en fait, gaillarde, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la vigueur, c'est la force. Et c'est d'ailleurs un mot gaulois. C'est un des rares mots gaulois qu'on a gardé. Il n'y a pas 100 mots gaulois dans notre langue française. Ouais, le mot gaulois d'ailleurs vient de Galle, qui en celte veut dire le robuste, le vigoureux. Voilà. En gros, les Gaulois, pour les Romains, c'était des bourrins. Ah ouais. Et on en a fait notre terme de gaillard. Incroyable. Clermont-Ferrand. Et ben, ce qui est marrant avec Clermont-Ferrand, c'est que c'est 2 villes. C'est 2 villes? Ouais, Clermont et Montferrand. Et on est vraiment... Clermont, ouais. Montferrand. Clermont, c'est une ville, et Montferrand, c'en est une autre. Et en plus, on est vraiment au Moyen-Âge, où les villes, le pouvoir est partagé entre les 2 grosses tutelles de l'autorité féodale, que sont l'évêque et le comte. Tu vois, c'est ce que tu apprends à l'école, le comte et l'évêque. C'est eux qui ont le pouvoir. Le paysan, le petit peuple, il est rien du tout. Et donc, Clermont, c'était plutôt la ville de l'évêque, et Montferrand, la ville du comte, et après, ça s'est inversé. Et c'est donc 2 villes assez antinomiques, qui ne sont jamais parlées. Ils étaient opposés, tu étais de Montferrand ou de Clermont. Et ça va se réconcilier petit à petit grâce à une entreprise qui est l'emblème de Clermont-Ferrand aujourd'hui, Michelin. Michelin qui s'est installé au milieu, je crois que c'est la rue de la République ou un truc comme ça. C'est cette grande ligne droite qui sépare la hauteur Clermont-Montferrand qui est plus dans la plaine. Et ben, y a Michelin qui s'est mis et qui a finalement raccordé les deux. Donc le trait d'union entre Clermont et Montferrand, c'est Michelin. D'où le fait que Michelin est vraiment l'emblème, le patrimoine de Clermont-Ferrand encore aujourd'hui. Génial comme anecdote. Ça date pas d'hier. C'est Michelin, c'est le bibendum qui a réconcilié les deux. Si vous habitez à Marseille ou si vous aimez Marseille, est-ce que tu connais un truc sur Marseille? Alors on a souvent dit que Marseille était la plus vieille ville de France. 2600 Massilia. ans. Hein, Massilia, jamais les premiers, quoi, les Marseillais. Et c'est vrai que la première route de France, pour moi qui aime les routes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'écris avec mes pieds, donc j'aime les routes, j'aime les chemins, j'aime les nationales, les autoroutes, qui sont un peu comme les rides d'un visage. Les routes, nos chemins du passé, racontent les voyages de la France. Ça raconte notre histoire, comme les rides d'un visage sur un homme qui a beaucoup ri, beaucoup pleuré, beaucoup espéré, voilà, qui s'est abîmé et qui s'est modifié, qui s'est changé, qui s'est embelli par ses marques, ses stigmates. Eh bien, comme Marseille est la première ville de France, la première route de l'histoire de France, elle est donc à Marseille, c'est la rue Saint-Jean, qu'on retrouve encore dans le parcellaire. La plus vieille route de France? Ouais, c'est la première rue, c'est le premier chemin, c'est cette terrestre en tout cas. C'est cette rue Saint-Jean là qui va jusqu'à l'église Saint-Jean, le collège Saint-Jean, sur la rive droite du Vieux-Port.
Et donc, c'est la première route de notre histoire. Donc, c'est super émouvant pour quelqu'un comme moi qui écrit l'histoire par ses routes, par ses chemins. Et ben, Marseille, c'est le premier chemin. Mais peut-être que Marseille n'est pas la plus vieille ville de France. Ah, c'est quoi? Elle a une concurrente. Paris, non, c'est pas Paris, non? Béziers. Bordeaux? Béziers? Béziers. À l'oppidum d'Anserune, on a découvert des vestiges qui sont antérieurs à Marseille, antérieurs aux Grecs. Parce que les Grecs, c'est les Marseillais, hein. C'est les Grecs qui ont fondé Marseille, Phocée. C'était des gens qui venaient de Phocée, c'est la Turquie aujourd'hui. Donc la cité phocéenne, c'est les Grecs. Mais il y avait déjà des gens, notamment un oppidum qui était en Anserune, qui a des vestiges de pierre d'une cité qui sont 50 ou 60 ans antérieurs à Marseille. Donc Marseille, à jamais les premiers. Pour le foot, oui. Et pour l'histoire des villes, Béziers, pour l'instant, a peut-être la préférence des historiens, des archéologues. C'est pas moi qui vais trancher, c'est les historiens. Je les laisse faire, mais voilà, il y a débat. Tiens, au-dessus de Marseille vers Lyon, Saint-Étienne, est-ce qu'il y a une histoire un peu étonnante avec Saint-Étienne? À Saint-Étienne, c'est pas une histoire, c'est un lieu qui m'a marqué. À Saint-Étienne, c'est vraiment un des premiers lieux avec les premières grosses mines industrielles du 19e siècle, qui se créent à la chute de Napoléon. Quand Napoléon est défait, après la défaite de Waterloo, c'est les Prussiens qui se partagent l'endroit le plus riche en charbon et en houille. Tu sais, voilà, autrefois, pour faire fabriquer les usines, etc. Les mines, il fallait extraire le charbon. C'était, voilà, les usines carbonées, c'était notre richesse. Et il y en avait beaucoup dans la Sarre. Et la Sarre, vers Sarreguemines, tu vois, vers Sarre-Louis, tout ça, ça a été arraché à la France. Parce que le sous-sol était trop précieux, tu vois. Le sous-sol était super riche, donc on l'a enlevé à la France. Donc la France s'est retrouvée appauvrie, il a fallu trouver de nouvelles mines. On en a trouvé à Saint-Étienne. Et il y a des mines qui sont encore parvenues jusqu'à nous, qui se visitent, dont une où tu as des vestiges encore en place, comme par exemple la salle des pendus. Ils appellent ça la salle des pendus parce que c'est là où les mecs se déshabillaient pour aller se laver. Ah, et t'as toutes leurs tenues de cheminots qui sont pendues. Des centaines. Ah, c'est impressionnant, tu vois ça, t'as l'impression d'assister à un truc un peu sépulcral, parce que tu dis, mais c'est des mecs qui sont morts aujourd'hui, qui ont disparu. Non, c'est leur combinaison, elles sont encore là. Et t'as aussi la salle des jetons. Les jetons? Ouais. Les jetons, les mecs, quand ils descendaient dans la fosse, quand ils descendaient tout en bas, pour être sûr qu'ils remontent et qu'ils se paument pas et qu'on les perde pas de vue, on leur demandait de prendre un jeton. Donc ils descendaient avec leurs jetons. Donc ils savaient qu'il y avait 100 mecs, par voilà, exemple, avec les des 100 jetons. jetons qui manquent, ils sont 100 en bas, et quand ils revenaient, ils devaient remettre leurs jetons. Et s'il manquait des jetons? Et ben, ça veut dire que le mec, il s'était perdu en bas et qu'il était mort. Voilà, donc t'imagines la salle des jetons, quand t'as un jeton qui manque, c'est mauvais signe. Ça, c'est très émouvant à Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne, c'est une ville incroyable. Mais c'est Bernard Lavilliers qui le dit mieux que moi. Hein. On n'est pas d'un pays, on est d'une ville. Saint-Étienne. Avant-dernier, tiens, Bayeux. Ville c'est un chez peu toi. de l'histoire, c'est en Normandie, ouais. Ouais, la Normandie, mais c'était une des premières villes des comtes des ducs de Normandie. Et à Bayeux, il y a un vestige, il y a un monument, il y a un truc emblématique de notre histoire, qui d'ailleurs a créé une petite polémique récemment, parce qu'on a voulu la trimballer à Londres. C'est la fameuse tapisserie de Bayeux. Mais on a voulu, personne n'a été consulté. Hein. Oui, puis je crois qu'elle y est, là. Il y a eu un retard, mais je crois qu'elle y est. Donc c'est vrai que je vais pas trancher, moi je suis pas historien. Bayeux a été emmené à Londres, Je pense qu'il y a des conservateurs qui ont jugé opportun de le faire, enfin en tout cas sûr de le faire. Donc je vais pas juger à leur place. Je connais pas le truc, mais c'est vrai que c'est flippant quand on voit ce parchemin de 80 mètres de long, super fragile avec les fibres, ça a 1000 ans, et ça nous raconte donc la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et je vous invite à regarder, là je me fais un peu de pub, ma chaîne à toute berzingue où j'ai raconté l'histoire de Bayeux, et je vous raconte l'histoire de la tapisserie en version accélérée. Un peu manière de Benny Hill. Et je vais pas me jeter des fleurs, mais je suis assez fier du résultat. Donc je vous invite à regarder et vous allez voir l'histoire de la tapisserie de Bayeux. Voilà, tu verras le truc, c'est assez marrant. Je vous mettrai le lien. De toute façon, si vous voulez chercher Métronome, on en parlait tout à l'heure, donc c'est chez Michel Lafon. Si vous voulez le commander, je vous le mettrai direct. Ça, il est vraiment chouette. Il y a le Métronome donc illustré. Ouais, version 2025. Version 2025 voilà, avec des photos de chaque. En fait, à chaque fois que tu donnes des anecdotes, c'est hyper intéressant. Il y a des photos. Il y a surtout des photos des lieux, parce que des schémas, des vieilles photos en noir et blanc de l'époque. Ça n'a pas disparu. Moi, je m'appuie sur des choses encore. Moi, les pierres me parlent, Guillaume, tu vois. Moi, si c'est pour me raconter un truc qui a disparu, ça va moins... Ça t'intéresse pas? Bah, ça m'intéresse, mais moins. Il n'y a pas mieux que tout d'un coup de se retrouver face à l'histoire. T'es né à nez avec elle, quoi. Les pierres qui peuvent avoir 500 ans, 1000 ans, 1500 ans, elles ont connu la peste, la guerre de 100 ans, elles ont connu Jules César, elles ont connu Rome, elles ont connu Napoléon. Jeanne d'Arc, tu te retrouves avec des pierres qui les ont côtoyées, quoi. Tu les touches et t'es en Tu dis qu'elles les ont vues. Ouais. Ah bah ouais, elles les ont vues. Moi, elle me parle. Moi, elle me chuchote des trucs à l'oreille, les pierres. Et t'as la version jeunesse qui est sortie. Je vous la mettrai aussi. Ouais, chez Quelle Histoire. Je vous mettrai les liens donc dans la description de la vidéo YouTube directement. Vous pouvez cliquer sur le lien et en podcast audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Si vous nous écoutez sur la route ou ailleurs, en train de faire du sport ou quoi, vous pouvez directement cliquer dans la description des plateformes de podcast audio. Je vous mettrai les liens si vous voulez commander les livres. Honnêtement, celui-là, moi, j'ai commencé à lire. Il est exceptionnel. Ouais, l'édition jeunesse. Alors, ouais. En vrai, c'est pas que pour les. Non, je pense que tu peux le lire avec tes enfants, mais tu peux le lire tout seul aussi. Hein. Ça se lit tout seul, et puis c'est vrai que c'est
des petites choses un peu plus isolées, un peu plus encellulées, Ouais, mais avec c'est- des petites c'est remarques c'est anecdotiques facile à marrantes, lire. ouais, des chiffres, des statistiques, des petites questions simples, des vraiment. On apprend plein de trucs. Voilà. Je pense que c'est une belle porte d'entrée ouais, pour les plus jeunes et pour les moins jeunes aussi, parce que c'est vrai que moi, mon père l'a lu. Quand je lui ai montré Pour les aimer deux, il a l'histoire. préféré celui-là. Ouais. Une petite dernière sur l'île. Est-ce que tu aurais une anecdote Bah, sur l'île, c'est une île, justement. l'île Bah oui, c'est une île. Son nom vient de là. C'était une île posée sur des cours d'eau. C'est plus une île aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, il y avait des rivières, tu vois, il y a la Deule, il y a la Lys, et ces rivières, petit à petit, elles ont été captées. D'abord, c'était souvent des égouts à ciel ouvert, donc ça devenait des cloaques, donc il a fallu les couvrir. C'est souvent comme ça que nos rivières intramuros sont disparues. Mais c'était au départ une petite mode féodale, dans des marais, dans des cours d'eau, dans des rivières, et de cette petite mode féodale, on a fait l'île. Et quand je te disais justement que les noms veulent dire quelque chose, l'île, c'est super bien. À point nommé, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'était une île, effectivement. Mais il y a des noms qui disparaissent. Et des fois, j'en veux, j'ai pas une grosse colère, mais j'en veux un peu à ceux qui sont souvent nos élus. Qui efface l'histoire. Et qui cassent l'histoire des villes en prenant leur toponymie et en la faisant disparaître. Parce que là, ça quitte le patrimoine collectif. Le dernier exemple en date, Martine Aubry, donc maire de Lille, elle a débaptisé la rue de Paris. Et c'est important, la rue de Paris, parce que Lille est parisien, enfin, appartient à la France depuis le XVIIe siècle. Avant, c'était une cité flamande indépendante. Ça appartient à la France depuis le XVIIe siècle, avec Louis XIV. C'est le rattachement de Lille. Et donc, Louis XIV, pour célébrer ça, le rattachement de Lille à la France, il a créé un arc de triomphe magnifique. Au-dessus d'une rue, qui conduisait où ? À Paris. À Paris, capitale du royaume. Rue de Paris, ça raconte l'annexion, le rattachement, le lien, cette voie du nord qui conduit vers le sud, vers la capitale. Elle l'a renommée. Elle l'a débaptisée, elle l'a appelée rue Pierre-Mauroy. J'ai rien contre Pierre Mauroy. Qui est Pierre Mauroy Qui était un ministre socialiste et qui a déjà une bibliothèque, qui a déjà le stade. Le stade de foot de Lille s'appelle Pierre Mauroy. Donc je pense que très bien, moi je lui rendais hommage, j'ai rien contre ça. Faut veiller sur la mémoire de tous. Mais il en avait déjà assez. Or, enlever la rue de Paris qui racontait une histoire autrement plus importante qu'une histoire humaine, que ce soit Pierre Mauroy ou Laurent Deutsch, dont on se foutra dans plusieurs centaines d'années. En revanche, le lien avec Paris, il racontait quelque chose qui était un peu plus structurant que des gens qui, comme moi, comme toi ou comme lui, ne font que passer. Est-ce qu'il y a une mort vraiment bête dans l'histoire ? Tu donnes plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y a un roi, est-ce qu'il y a quelqu'un de très connu qui est mort bêtement ? Bah oui. Ah bon, on a le roi des cons. C'est un roi, Charles VIII. Charles VIII, il meurt au château d'Amboise. On est en 1493, je ne sais plus trop exactement la date, fin du XVe siècle. Et il vient de se marier avec Anne de Bretagne. Donc la Bretagne va être rattachée à la France. Donc c'est quand même un super mariage pour la France, c'est une belle union. C'est pas une annexion, c'est un rattachement. Et il est tout content. Et avec sa fiancée, avec sa femme qu'il adore, il veut organiser un combat un tournoi de chevaux. Donc ça se passe souvent les tournois de chevaux se passent dans ce qu'on appelle les lices, les lieux de joute. Tu vois, et les lices, c'est les fossés du château. C'est là où il y a de l'espace, où les mecs peuvent s'envoyer avec les lances à cheval, voilà. Donc le mec, il se précipite avec sa femme, il est tout content, il veut lui montrer que c'est le meilleur, c'est un champion, tu vas voir, tu vas adorer, puis après je vais te dégommer. Enfin, tu vois, il est tout excité. Et il était tellement empressé qu'il s'est mangé un linteau de porte. Pleine tronche. Alors, le mec, il s'est pris un coup de plafond. Non. Ah, attends, il se prend le coup de plafond, il meurt sur le coup. Enfin non, il meurt au bout de 6 heures. Bam, traumatisme crânien. Enfin non, il s'est relevé, mais il a commencé à avoir mal à la tête et puis il est mort. Et il est mort dans les fossés, c'est-à-dire là où il y avait les déjections. Il est mort dans la crotte, dans les détritus. Triste fin pour un roi de France, qui était quand même Charles VIII. Mais il mesurait moins d'1m60. Donc comment un mec, j'en parle en connaissance de cause, comment un mec de moins d'1m60 peut se manger un linteau de porte ? Personne ne s'est jamais posé la question. Jusqu'à toi, Guillaume, puisque tu viens de dire la réponse. Il était à cheval. Il est passé sous une porte à cheval. Ouais, sous une porte cochère, quoi. Il est parti sous une porte pour accéder au sous-sol et aux douves du château. Et son destrier devait être trop haut. Ça devait être un destrier de guerre, tu vois, au lieu d'un cheval de parade ou je sais pas quoi. Et il s'est mangé le linteau en pleine poire, quoi. Et ça l'a tué. Et il est mort dans d'atroces souffrances. Hein. Il a commencé à avoir la tête qui a explosé. Tu vois, un peu ambiance Attaque des Titans, tu sais, le dessin animé, là. Ça te compresse le cerveau. Ah ouais, ça lui compressait sévère. Mort à la con. Il y avait du mécontentement général en France en 1789, avant la Révolution française. Est-ce qu'on n'est pas dans une période un peu comme ça, sans faire de politique ? Est-ce que toi, qui souvent dit que l'histoire se répète... Oui, l'histoire repasse les plats. Contrairement à l'histoire ne repasse jamais les plats, c'est pas vrai. L'histoire repasse les plats. Qui disait, je crois, un peuple qui oublie son histoire se condamne à la revivre. Parce que c'est une boucle. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle, sans faire de politique, c'est pas le sujet, mais est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une période aussi, on commence à ressentir des trucs comme ça ? Ouais, c'est une période de... Tu sens une fin de cycle.
tu sens une fin de cycle. Tu sens une fin de cycle. Moi, je suis persuadé que ce qui a fait la puissance des sociétés, c'est deux choses, c'est la force et le nombre. La force et le nombre, voilà. Est-ce que nous, aujourd'hui, la France a la force et est-ce que la France a le nombre? Voilà, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais la nature a horreur du vide. Et on va être changé, on va être transformé, on va être modifié, mais c'est pas une disparition. C'est une continuité. Je crois pas, tu vois, par exemple, tout le monde dira ça va être la chute de l'Empire romain. Là, voilà, on revit la chute de l'Empire romain, mais l'Empire romain, il n'a pas chuté. L'Empire romain, il s'est transformé, il s'est métamorphosé petit à petit. Tu vois, on dit souvent, bah voilà, il y a des barbares qui sont arrivés. Tu vois la métaphore, on l'a aujourd'hui, voilà, avec les vagues de Je sais pas si submersion. tout le monde connaît la chute de l'Empire romain. Tu peux nous le redire en 30 secondes? 476, l'Empire s'effondre. L'Empire romain, donc Jules César. Voilà, ça. c'est des barbares, on les a appelés comme ça, des barbares. Qui venaient d'où? Ils venaient de Lombardie, c'était des Germains, des Germaniques. C'était des Francs, c'était des Visigoths, c'était les Alains, les Ostrogoths. Non, mais par rapport à aujourd'hui, c'est des... Ils venaient de l'Est. ouais. Ils venaient de l'Est. Ils venaient plutôt de l'Est que du Sud. Si aujourd'hui, tu vois, tu veux comparer avec l'émigration sud-nord, avec le sud global, ils venaient plutôt là de l'Est. Les mecs, ils s'étaient fait taper sur la muraille de Chine, ils n'ont pas pu passer, donc ils sont retournés vers l'Ouest, et petit à petit, ils ont absorbé le modèle romain. Mais ce qui a succédé à l'Empire romain, c'est plutôt le modèle chrétien, puisqu'il a résisté l'administration chrétienne a résisté à la chute de l'Empire, et cette administration chrétienne a été le socle sur lequel se sont appuyés les Francs comme Clovis, et ça a donné la France, ça a donné l'Allemagne, ça a donné l'Italie, ça a donné l'Espagne, ça a donné l'Angleterre. Les choses se sont continuées. Clovis se prenait pour un César. Il était persuadé qu'il était le continuateur de l'Empire. Donc, à son époque, il n'y a pas eu la sensation que l'Empire romain avait disparu. Et si on regarde un peu aujourd'hui, on voit que les Carolingiens, Charlemagne, se fait couronner empereur du Saint-Empire romain, germanique. Donc, il n'y a pas eu de chute de l'Empire. Ça s'est transformé. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, mon pays, la France, peut-être arrive en fin de cycle, mais elle va se transformer en quelque chose d'autre, comme elle l'a toujours fait, en fait. Donc, je suis pas plus inquiet en me disant « Oh là là, mon mode de vie va disparaître ». Non, mon mode de vie va pas disparaître, il va se transformer. Moi, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper, je peux être un ravi de la crèche, mais je suis persuadé qu'on est dans une continuité comme on l'a toujours été. Mais effectivement... Tu l'acceptes, en fait. Ouais, parce que c'est comme ça, puis ça se trouve, ça va être chouette, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, on va découvrir de nouveaux modes de vie, ça se suit, quoi, on n'est jamais figé. De toute façon, être figé, c'est la mort. Ne pas bouger, se refermer, machin, c'est la mort, tu vois. C'est parce que le latin a évolué qu'il est devenu la langue française et qu'on a continué à la parler. Sinon, ça serait une langue morte. On la retrouverait plus que dans les livres et dans les musées, dans les monastères, ou j'en sais rien. C'est parce qu'elle a évolué. La vie, c'est le dynamisme. La mort, c'est le point final, voilà. Ne pas bouger, c'est mourir. Il faut bouger, il faut changer. Dans ta série, à toute berzingue, juste une dernière anecdote, mais qui est assez folle. Mais il faut pas perdre la mémoire. Faut pas oublier son histoire. Voilà. Ouais. On ne part pas de rien, c'est ça. On continue à avancer, mais on emmène... La vie, c'est un sablier. Tu vois ? C'est exactement un sablier. Il y a ce qui vient, il faut le prendre. Parce que c'est ce qui dure encore. Parce que s'il n'y a plus rien qui vient, on est crevé. C'est la fin du sablier. Donc il faut que ça vienne. Mais ce qui est en bas, il faut y faire en sorte de creuser de temps en temps ou de nettoyer pour pas que ce qui est tout au fond n'y a plus accès. Et notre vie présente, c'est simplement le passage étroit de ce sablier entre ce qui vient et ce qui est venu. La vie, ça se résume à 2 phrases toutes simples. C'est espoir et mémoire. Nous sommes espoir et mémoire. Moi, je ne crois pas à carpe diem. Je ne crois pas au temps présent. Le temps présent n'existe pas, il est déjà passé. Le temps présent, c'est tout simplement... le futur, c'est-à-dire ce qu'on conçoit, l'espoir de se dire « Oh, ça va être bien. Oh, ça va être bien. Oh, je vais jubiler. » Tu vois, la côte de bœuf que je vais bouffer, là, je mange le steak. C'est le goût que j'aime. Hop, tu vois, je l'espérais déjà, je le désirais. On était dans le futur. Le futur, et ce que je vis correspond à ce que j'espérais et va correspondre aux souvenirs que je vais m'en faire. Nous sommes espoir et mémoire. On n'est pas carpe diem. Carpe diem, c'est une porte, c'est un chambranle de porte. T'as envie de vivre dans un chambranle de porte, il y a des courants d'air, tu vas choper la crève. C'est de la philosophie de comptoir. Non, mais c'est très agréable d'écouter. Je suis spectateur. Nous sommes espoir et mémoire. Grenoble. Ouais. Juste une anecdote qui est folle. Tu parles d'une vague géante à Grenoble. Comment il peut y avoir une vague à Grenoble? Non, mais surtout, je parle... Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des tsunamis. En fait, c'est des cailloux qui se cassent la figure. Il y a eu... en fait, c'est des gros morceaux de montagne. Ouais, des morceaux de pierre. Ouais, c'est des gros morceaux de montagne qui tombent dans une rivière, dans un cours d'eau. Soit ça fait monter le cours, soit ça libère un bassin de rétention d'eau. Pour Grenoble, ça a été le cas. C'est-à-dire que cette montagne était en quelque sorte un barrage naturel, une digue naturelle, qui a fait libérer les eaux d'un lac en altitude et qui a ravagé la ville au XIIe siècle. Mais il y en avait eu un énorme dans les Alpes. Il y a eu l'Atlantide européenne.
Tu sais, le truc de l'Atlantide, une ville engloutie, on a eu ça en 563. Les données sont très précises. Voir ça, c'est fou. Parce qu'il là encore, il y a un énorme pan de montagne qui est tombé, ça a libéré de l'eau et ça a fait monter le cours du lac Léman, et ça a noyé toutes les villes aux alentours. Et c'est pourquoi les villes, par exemple comme Thonon, dont on parlait tout à l'heure, se sont reconstruites sur des hauteurs, dans la mémoire de ce traumatisme, de ce cataclysme, de ce raz-de-marée qui avait eu lieu dans l'année, très précisément, en 563, je crois. Incroyable. Faut vérifier la date, hein. C'est- Peut-être c'est- me tromper d'une année ou deux. De toute façon, le calendrier a changé depuis, hein. Depuis que Charles IX, il a remis le 1er de l'an au 1er janvier. Avant, c'était à Pâques. Tu vois, c'était le bordel. En quelques mois, avant le tournage, on a enchaîné plusieurs premiers ministres. Ça s'est enchaîné vraiment. La dernière fois que c'était arrivé en France, c'était entre 1946 et 1958, pour information. Ça, Ouais, c'était la donc fin de la ça 4ème remonte. République, ouais. Et la fois La d'avant- République des partis, enfin, c'était la colère du général de Gaulle qui s'était retiré de la vie politique à cause de ce qui se passe aujourd'hui, clairement. Et la fois d'avant, c'était sous Napoléon Bonaparte. Donc ça fait vraiment, c'est arrivé assez peu de fois Ouais. en France. Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après toi, tu as une connaissance historique, de quoi la France a besoin? Là, on voit que la France, à chaque fois, a été rattrapée par des personnages forts, Napoléon Bonaparte, De Gaulle. Est-ce qu'il faut un personnage fort? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? J'en sais rien. Et tu vois, c'est justement en répondant à ce genre de questions que je m'attire les foudres des spécialistes, des scientifiques et des universitaires. Mais Je te demande pas non, un nom, hein, je te demande... moi, en tant que passionné d'histoire, je me rends compte que ce qui pose le plus de problèmes à ce qui s'est passé avec De Gaulle ou avec Napoléon Bonaparte, c'est justement le côté manège, carrousel, instabilité politique permanente. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de choses rendues temporaires. Temporaire, ça peut ne pas durer. Et justement, comme ça peut pas durer, on va en faire le moins possible pour essayer de durer. Là, clairement, on est dans un système où, en haut, on a un président qui fait tout pour durer. Il veut pas lâcher, quoi. Il veut pas lâcher. Et il a raison, il a été élu. Moi, on va pas, tu vois, il n'y a pas de crise politique. Mais on se rend compte que peut-être il est de moins en moins en adéquation avec d'abord son corps électoral, avec le peuple français. J'en sais rien, c'est pas mon rôle de juger ça. Mais il essaie de garder son truc parce que dans 1 an et demi, il y a des élections où là, certainement, il sera remplacé. La solution, elle est peut-être dans plus d'immanence, plus de permanence, plus de continuité pour laisser autant le gens de s'installer et de faire des choses. Parce que maintenant, les élections, c'est 5 ans. Donc pendant 1 an, tout s'arrête pour savoir qui va dormir au château. Après, le mec, pendant 2-3 ans, il essaie de faire un truc, mais très vite, c'est contesté. Donc, ok, il est retoqué, machin, etc. Puis il doit faire connaissance avec ceux qui étaient là avant. Enfin bref, il y a des règles et machin. Et puis 1 an avant, tout s'arrête parce que ça faut préparer. Il y a la réserve électorale, tu vois, un peu comme pour les municipales. Tu vois. Moi, je travaille avec beaucoup de mairies, d'offices de tourisme, etc. Là, tout le monde me dit, on adorerait que vous fassiez un atout de berzingue, mais on va attendre. Parce que dans 1 an, il y a les élections. Donc on voudrait pas que ça serve d'argument pour notre opposition de dire bah voilà, il se sert de son mandat pour faire venir un mec, pour se faire bien, etc., pour être réélu. Donc un peu de parité, d'égalité. Donc du coup, réserve électorale, bloqué, quoi. tout est bloqué pendant 1 an. Et je pense que voilà, ce qui nous porte préjudice dans l'avancée des choses au niveau politique, au niveau système politique, c'est cette espèce de non pas temporalité, mais de temporarité, quoi. Je sais pas si ça existe. Peut-être un néologisme. La France adore ça. Temporarité. Ça ne doit pas exister, ça. Non, mais c'est intéressant comme débat. Est-ce qu'il faut faire tu vois, une sorte de mandat de 10 ans, mais pas renouvelable, où tu sais que, par exemple, tu as vraiment le temps de faire, ou de septennat, finalement, ça existait avant, mais pas renouvelable. Ouais, mais je pense que moi, en raccourcissant les mandats, en raccourcissant les choses, avec donc le fait de préparer la suite et de préparer le début... Tu fais que préparer. Bah, on est que dans la préparation, et puis on est que dans le calcul, quoi, où les mecs, ils sont déjà là, et tout va se figer, parce qu'ils sont déjà dans ce qui va arriver dans 1 an et demi. Tu es aussi au théâtre en ce moment, tu fais une pièce qui s'appelle Romanesque 2.0. Ouais. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est un seul en scène, tu es tout seul? C'est un seul en scène c'est un seul en scène où je raconte l'histoire de la langue française. J'appelle ça la folle aventure de la langue française. C'est en gros comment on en est arrivé là, à parler cette langue de France qui caractérise le mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre identité. La langue qu'on parle, c'est vraiment notre ADN qui se déroule dans nos bouches. Dès qu'on parle, on convoque un ancêtre. Les mots qu'on emploie, Guillaume, c'est des monuments. Et ces monuments traduisent notre identité, qui nous sommes. On est français par cette langue de France. Et elle est magique. Elle est magique, elle est ouverte, elle est tolérante, elle est gourmande, elle est métisse, elle est généreuse. Mais surtout, elle a cette histoire incroyable qui est donc notre échelle ADN. Et c'est ce que je raconte un peu avec des exemples un peu marrants. Voilà, comment on en est arrivé là à parler cette langue qui est à partir de la langue de notre papa à tous. Et là, ça va décevoir tous nos amis du parc Astérix, qui est donc le latin de Jules César. T'aimes Astérix ? Oui, c'est gaulois. Moi aussi, ouais. Mais malheureusement, non, notre ancêtre, c'est pas le petit marrant avec des plumes. Notre ancêtre, c'est le gros balèze en cuirasse. Astérix, il serait assis en face de toi, là. Il t'aurait déjà pété la gueule. Je te jure. Il aurait bouffé le fauteuil, parce qu'il aurait compris que la langue que je parle et celle que tu comprends, c'est pas la sienne. C'est celle du méchant.
C'est celle de l'envahisseur, c'est celle de Jules César. On est romain. Je suis désolé, Obélisque. Il y a un mot qui est intéressant, que tu expliques en spectacle, pour donner un exemple de ce qu'on peut voir. On va parler des anglicismes. Tu sais, dans mon spectacle, à un moment, je parle des Anglais. Tu vois, de Guillaume le Conquérant, justement, tes ancêtres, les Normands. Et là, je sens les mecs qui se crispent un peu sur leur fauteuil, tu vois. Ils se disent, ah non, on est là pour un spectacle sur la langue française. Le mec, il va pas nous mettre des anglicismes à ce moment-là, tu vois, dans le spectacle. Pas possible, c'est trop tôt, au 15e siècle. Tu vois. Non, c'est pas possible, s'il te plaît, Laurent Deutsch, les anti-globiches, là, ils se sont vénères. Et je leur ai dit, mais calmez-vous, les gars. Ils ont un peu oublié, justement, l'histoire de l'Angleterre, où depuis la conquête de Guillaume le Conquérant en 1066, après la bataille de Hastings, eh ben, ça a parlé français en Angleterre pendant 500 ans. Au moins 300 ans. Le français est devenu la langue de l'élite, la langue de la justice, la langue officielle, la langue du roi. Et voilà pourquoi, encore aujourd'hui, près de la moitié du vocabulaire anglais, ça vient de chez Bibi. Et je donne plein d'exemples, mais tout simple, tu vois, où t'as qu'à enlever l'accent. Regarde, hour, bah c'est heure. Pas la peine de heure, c'est français. Tower, tour, c'est français, pas la peine de tour, c'est français. Interview, tu vois, là on fait un interview. Entrevue, c'est français. Vintage. Mes gamins, ils ont plus que ce mot-là à la bouche. Ah, c'est vintage, c'est vintage. Vintage, c'est un mot anglais, français. 20 ans d'âge. C'était pour le pinard, quand ils ramenaient du pinard ou du cognac. C'est du 20 ans d'âge. Oh, it's vintage. 20 âges. 20 ans d'âge, ça a donné... Barbecue. C'est français. Non, ah bon? Bien sûr. Je crois que c'était Barbecue. barbecue. Comment on faisait un méchoui au Moyen-Âge? Je te la fais simple. Bah, on rôtissait un... Tu prends un mouton, tu prends ton épée, Ah oui. tu enfiles le mouton Oui. de la barbichette jusqu'au fion. Ça fait barbe au cul, de la barbe au cul. Et en anglais, bah, avec l'accent, barbecue. Là, je suis désolé, c'est pas cuit. Barbecue. Barbecue, c'est barbecue. Ça vient de là. Mais il y en a pour plein de vrai? d'autres. Comment tu dis Attends, c'est hyper intéressant. comment tu dis couteau en anglais? Knife. Ah, non, mais ça s'écrit. Knife. Enfin, ça se dit knife. Non, mais ça s'écrit canif. Canif. C'est français, la gueule. Canif. Putain, c'est français. vrai. Mais il y en a plein d'autres. Alors au départ, c'est un mot arabe. Parce qu'il y a à peu près 1000 mots qui nous viennent de l'arabe. Il y a vraiment un métissage qui date pas d'hier. C'est d'ailleurs ça qui est génial avec la langue française. Elle nous donne des leçons de métissage et d'intégration qu'on a peut-être un peu plus de mal à accepter Le aujourd'hui. couteau vient de la langue arabe. Canif, c'est arabe, ouais. Je le dis mal. Canif. Et canif, putain, et knife. Mais il y en a plein dans la mot. Tiens, regarde, tu veux du sucre dans ton café. Sucre, ça vient de l'arabe. Café, ça vient de l'arabe. Orange, ça vient de l'arabe. Jupe, la jupe, ça vient de l'arabe. Un jupa, qui était une espèce de truc que tu mettais sous la djellaba. Il y en a plein. Dans les sciences aussi. Alcool, tiens, alcool, c'est un mot arabe. Amiral, algèbre, alchimie, c'est des mots arabes. La langue française raconte notre identité, Hyper celle du intéressant, passé ça. et puis même celle à Très venir. Elle est pleine d'espoir et surtout, elle fait son miel de toutes les arrivées, de toutes les intégrations. Elle réussit là où on pourrait échouer en ce moment. Attends, c'est Merci, la langue exceptionnel. française. J'ai envie que tu me racontes tout pendant 2 heures là. En fait, finalement, il faut aller au spectacle, quoi. Ouais, il faut aller au spectacle. Il y en a plein. Tiens, le hiatus de langue française, le H. Tu sais jamais si tu dois faire la liaison. Le H, tu vois, genre les hérissons, les haricots, c'est très concret, tu vois, les mamans. Happening. Et ça, ouais, happening. On dit on fait un happening, on fait une surprise sur le plateau, quelque chose qui se passe. Eh ben, ouais, tu sais pourquoi? Ça, c'est en anglais. C'est à cause des francs de Clovis, nos ancêtres germaniques, qui eux tapaient très fort sur le début d'un mot. Donc en fait, le H, c'était pas une consonne aspirée, c'était une consonne sonore qu'on entendait. Donc on l'écrivait vraiment pour préciser qu'on l'entend. Tu le Hélène, retrouves d'ailleurs dans le Héloïse. mot hair, cheveux en anglais. Hair, t'entends le H. Hund, le chien en allemand, t'entends le H. Donc nous, les Français, si aujourd'hui on fait la liaison pour les hommes ou les honneurs ou les hélices, mais qu'on la fait pas pour les hachoirs ou les hérons, eh ben tu peux être certain, c'est parce que ces deux mots en fait sont d'origine germanique, alors que les autres sont d'origine latine. Donc maintenant tu comprends et tu sauras éviter la faute. Toi, tu disais tout à l'heure, tu avais 3 enfants. Oui. Tu en as 3. Tu as Sissi, Colette et Laszlo. Ouais. Un rapport avec l'histoire. Comment tu as choisi les prénoms, toi qui es fan de tout ça? Alors non. Alors d'abord, moi j'aime beaucoup Colette, l'écrivain. Et c'est un prénom que je trouve super touchant, charmant. Donc il était sur ma to-do list. Dès que j'ai une fille, elle s'appellera Colette. Sissi, c'est un peu la contraction d'à la fois évidemment mes origines hongroises avec Sissi l'impératrice, Erzsébet, qui est le diminutif d'Élisabeth en hongrois. On dit Sissi. Et puis aussi ça avait un rapport avec la famille de mon ex-femme, qui avait une Simone dans la famille, donc on voulait l'appeler Simone aussi, mais bon, Simone, ça faisait encore un tout petit peu daté, donc on a tranché entre Simone et Elisabeth, allez, Sissi, c'est parfait. Et est-ce qu'on a la bonne manière, parce que quand t'écoutes, c'est passionnant, on a envie de t'avoir en prof d'histoire à l'école, tu vois. Et quelle est la bonne manière d'apprendre l'histoire? Est-ce qu'on a la bonne manière en France, là, sur l'éducation nationale? C'est intéressant de donner des conseils, donner son avis aussi. Mais moi, Comment améliorer? j'ai une admiration totale pour les professeurs, parce qu'ils vont donner des cours pendant 8 heures à des gamins qui n'ont pas envie d'être là.
tu vois, qui n'ont pas payé pour venir le voir comme moi, un spectacle ou quand ils achètent mon livre, et qui vont essayer de susciter des vocations à des gamins qui peuvent être fatigués, ils ont déjà 3 heures de cours avant, ils pensent à autre chose, c'est pas forcément leur kiff, et ils sont là et ils maintiennent et ils essaient de garder le cap et de les piquer, parce que je pense que derrière tout prof d'histoire se cache un passionné comme moi, quoi. C'est un mec comme moi, le prof d'histoire. Et sauf qu'on s'adresse pas au même public. Lui doit subir un public qui a pas envie d'être là, alors que moi je m'adresse à un public qui libre à lui de pas m'écouter. Donc celui qui vient, il a choisi. Il a envie de venir. Donc je dis pas que c'est déjà gagné, mais voilà, il est plutôt favorable. Alors que le prof d'histoire, face à lui, son audience, elle est pas forcément favorable. Et pour avoir été dans beaucoup de salles de classe pour donner des cours et en tout cas donner envie, inviter les gamins, j'ai pas non plus de recette miracle. D'ailleurs, tu vois, moi, j'écris pas pour les enfants. Le métronome Quelle Histoire, l'a fait par Quelle Histoire, donc 15 ans après, s'adresse aux enfants, mais ils ont édulcoré les choses, ils ont pris d'autres fils, ils ont tiré sur... Tout est tiré de mon livre Métronome, mais ils ont dégagé, mis en valeur, mis en relief, souligné, enlevé, écarté, pour essayer de toucher les enfants, ce que moi, j'ai pas la prétention de savoir faire. Et je le vois aussi quand je fais des cours d'histoire, je souffre autant que les professeurs. Non mais tu disais, c'est malin de corréler les histoires à la géo. Ah ouais, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais ça peut être entendu par un ministre. Moi, en tout cas, ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas. Ils disent, tiens, on va modifier un peu le truc. Mais moi, la porte d'entrée, c'est le réel. C'est-à-dire que je pense que. Oui, c'est pas que. L'histoire, c'est ton histoire. C'est tout simplement ça. On va vous apprendre un truc. Oh non, madame, nos ancêtres les Gaulois, c'est loin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. Vous allez voir que c'est votre histoire, c'est votre réalité, c'est ton quotidien. T'habites où, toi, à la Goutte d'Or? Ok, t'habites à la Goutte d'Or. Tu sais d'où ça vient, la Goutte d'Or? Bah, c'est là, c'est à côté. Ouais, tu sais d'où ça vient, la Goutte d'Or? C'était un vin, c'était un vignoble. Un peu liquoreux, comme du Montbazillac ou du Sauterne, qu'adorait Henri IV. Voilà, le vin des rois, le roi des vins. La Goutte d'Or, à Paris, c'était un vignoble. Et c'est un quartier de Paris, dans le nord de Paris. Voilà, t'expliques le truc, t'expliques d'où ça vient. Le jour où, justement, il y a eu cette embrouille à Trappes, je voulais faire un truc avec Jamel Debbouze pour raconter l'origine du drapeau français. Bleu, blanc, rouge, l'origine des 3 couleurs. Le coq, pourquoi on a un coq sur... Pour finir, pourquoi on a un coq? C'est le rapport gaulois, c'est un symbole un peu républicain. C'était pour un peu enlever la croix. Voilà, on a mis le coq était cette espèce on a souvent, les Romains disaient que les Gaulois, ça venait de la poule ou du coq, Gallia, la poule, Gallo. Donc voilà, c'était le coq, donc c'était un emblème pré-chrétien, un espèce d'emblème républicain, laïque. Et pour finir, le drapeau français, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on a 3 couleurs et à quoi ils correspondent? Le blanc, c'était la couleur de la monarchie, et le rouge et le bleu, c'était les couleurs de Paris. Donc au départ, on voulait que bleu et rouge, couleur de la commune de Paris, et c'est Lafayette qui a fait rajouter le blanc pour que ce soit pour que le roi des Français soit pas exclu trop tôt. On est en 1789, on n'est pas encore en 1793, donc on garde la royauté pour faire un concordat et un peuple fédéré avec encore le roi de France et non pas la République. Mais on sait aujourd'hui, et c'est marrant, que Lafayette était très fan de Washington. Très fan des États-Unis, c'est le héros des 2 mondes, Lafayette. Il a participé à la guerre d'indépendance de l'Amérique et il était dingue de Washington. Et Washington a pris un drapeau bleu-blanc-rouge qui était le drapeau anglais en fait. À partir du drapeau anglais. Ils ont pris les insurgents, ils se sont servis du drapeau anglais pour faire leur propre drapeau américain bleu-blanc-rouge. Et aux 3 couleurs aussi, un drapeau tricolore. Et Lafayette, en admiration pour George Washington, a aussi choisi les 3 couleurs pour la France en rapport aux 3 couleurs américaines. Il avait d'ailleurs un cheval blanc comme Washington. Il copiait, il voulait vraiment... Incroyable. Il adorait notre drapeau, il avait été un peu inspiré du drapeau anglais. Il est un peu inspiré du drapeau américain, des insurgents et du drapeau anglais, ouais. Exceptionnel. Je vous mettrai... merci en tout cas d'être venu nous voir et tout. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Un plaisir partagé. Ça va, j'ai pas trop causé. Je parle beaucoup. Non, mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Ça se lit beaucoup moins vite. Tu peux prendre ton temps. Je vais lire les 2. Je trouve ça hyper intéressant. Merci. Je vous mettrai les liens. C'est un super cadeau à faire aussi si vous avez des enfants dans la famille. La version jeunesse, et si vous avez des adultes dans la famille, la version illustrée, ou la version d'ailleurs classique qui est toujours en vente. La version classique de Métronome qui est toujours en vente, 2009, commence à être un peu daté, donc je recommande cette version-là où vous verrez que Paris n'a pas un pli. Beaucoup plus grand que l'autre. Et là, il y a des photos, il y a vraiment plein de photos. Avant, après. Et les illustrations de Mathieu Persan, des chapitres. Un super illustrateur qui s'appelle Mathieu. Regarde dans l'entrée des chapitres. Regarde l'entrée des chapitres. Attends. Voilà. C'est Mathieu Persan qui a fait ces illustrations-là, et c'est un dessinateur, un illustrateur dément. Il y a des photos, voilà, donc c'est des photos à chaque fois un peu comme Charlie, il faut me trouver. Photos noir et blanc, aujourd'hui. J'adore les photos avant-après aussi, ça c'est génial. C'est ça qui est marrant, pour ceux qui ont le Métronome 2009, tu vois l'évolution de la photo, on a voulu justement faire ce copier-coller 15 ans après. On te voit en photo, donc parfois sur le pied d'un rempart en plein Paris, tu expliques, tu donnes l'adresse précise pour ceux qui veulent y aller. Mais je te dis, moi c'est sortez de chez vous, venez voir l'histoire, elle vous attend, elle est encore là. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas réservée à des happy few, à des universitaires à la Sorbonne.
c'est notre histoire, c'est notre quotidien, c'est notre jardin, c'est la France, c'est accessible. Et ben voilà, tout est dans la description de la vidéo. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a le lien qui est dispo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour le commander. Voilà, si vous voulez aller chercher, il y a les 2 épisodes. Donc c'est chez Michel Lafon et c'est chez Quelle Histoire. C'est une collab, hein, c'est ça, C'est ça, en édition. Je vous le mettrai aussi dans la description du podcast audio si vous voulez aller voir. Merci de faire de Légende le premier podcast de France, d'être si nombreux à nous écouter chaque semaine. Mérité. Merci beaucoup. Moi j'écoute, je suis fan. Hein. Je suis fan et je suis pas un empire dans un empire, comme dirait Spinoza. Donc je comprends qu'ils aiment. Moi aussi j'aime. Je comprends que vous aimiez. C'est adorable, merci. Vous êtes plus de 600 millions cumulés là, de vues ce mois-ci, donc merci beaucoup d'être si nombreux. Vous êtes environ 150 000 encore à vous être abonnés ce mois-ci à notre chaîne YouTube, donc continuez de le faire, ça nous aide, ça nous permet d'avoir des invités exceptionnels comme Laurent aujourd'hui, et puis d'avoir plein d'anecdotes cool dans l'émission. Merci à l'équipe d'avoir préparé cette émission avec moi. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende pour des interviews comme aujourd'hui ou des documentaires, ou un peu les deux aujourd'hui. On est parti sortir aussi. C'est sympa notre petite virée. C'était super. Merci en tout cas, je vous embrasse fort et puis on se retrouve très vite. Moi aussi, normalement, elle m'embrassait après. Hein. Qui ça? Celle que je prends un travalet sur mon scooter. Ah oui. À bientôt tout le monde.